Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a 4 ans, j'abordais le sujet du deuil périnatal pour la première fois sur Prenons un café. Et les retours ont été surprenants. J'ai reçu des messages me disant que c'était cool d'aborder ce sujet, mais si ça se faisait en privé, ça serait plus facile pour les personnes enceintes. La vulnérabilité pendant la grossesse, je l'entends 1000 fois, et je sais qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas écouter dans cette situation. Mais je ne peux pas accepter qu'on me demande d'invisibiliser les parcours difficiles de la maternité. Parce que ces témoignages autour du deuil périnatal, j'en aurais eu bien besoin quand des personnes que j'aimais ont perdu leur bébé et que je n'ai pas su quoi dire ni quoi faire. Quand j'ai été maladroite dans mes mots, quand je n'ai pas été suffisamment présente, quand j'ai fait toutes les erreurs que les personnes non confrontées au deuil périnatal peuvent faire face à celles et ceux qui vivent cette situation. Savoir que le deuil périnatal existe et écouter les parcours de celles et ceux qui le vivent ne nous rend pas plus à même de le vivre. En revanche, ça permet aux parents endeuillés de se raconter, de faire vivre leurs enfants ailleurs que dans leur cœur et de dire leurs besoins quand l'indicible s'est abattu sur eux. C'est en les écoutant que certains et certaines se sentiront moins seuls et que d'autres trouveront les bons gestes pour les accompagner. Ces parcours sont importants et font partie des chemins de parentalité. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Julie, la créatrice du compte Instagram À nos étoiles. Julie a perdu 2 filles, Maya et Alice, toutes 2 emportées par une maladie génétique qui a nécessité des interruptions médicales de grossesse. Dans cet épisode, Julie nous raconte son histoire de maman endeuillée, son parcours, ses forces et ses faiblesses. Elle nous parle également du choix difficile d'arrêter de courir après ce désir d'enfant si intense et sa vision de la famille à 3 avec son mari et son enfant vivant. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Julie. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un moment que moi je te suis sur les réseaux sociaux, ça fait un moment qu'on échange de temps à autre. Donc moi je te connais un peu, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, alors moi je m'appelle Julie, j'habite à Paris, je suis la maman d'une petite fille qui vient d'avoir 8 ans, la plus chouette des petites filles du monde en toute objectivité. J'ai aussi eu un parcours maternité un petit peu compliqué, donc on va en discuter justement. J'ai perdu 3 bébés pendant la grossesse, 2 bébés suite à des interruptions médicales de grossesse et un bébé suite à une fausse couche tardive après une PMA à l'étranger. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai plus de projet maternité. J'ai décidé de m'arrêter là parce que c'était trop. Mais je suis très épanouie, je préfère rassurer tout de suite les personnes qui nous écoutent et je milite donc depuis 4 ans maintenant sur les réseaux sociaux via mon compte Instagram, À nos étoiles, où j'essaye un peu de sensibiliser, autour du deuil périnatal, le grand public et puis, de réconforter aussi les personnes qui, sont en train de traverser, cette épreuve. Ok. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café et je pense qu'elle a un sens tout particulier avec toi. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Eh bien, pas du tout, bizarrement. Non, c'était pas un projet, que j'avais quand j'étais, plus jeune. Moi, quand j'étais petite, je me voyais pas, maman. Je me projetais pas avec des enfants. L'envie, elle est venue assez tard et elle est venue, via mon mari. Voilà, j'étais tellement amoureuse que, je me suis dit que, bah, faire des bébés avec mon mari, ce serait quand même cool. Et par contre, quand l'envie est arrivée, je devais déjà avoir la trentaine. Là, c'est devenu, assez dévorant. Ah ouais, c'était tout de suite quoi. Ouais et c'est fou de voir à quel point l'envie d'avoir un bébé peut être inexistante à un instant et en fait prendre toute la place, dans ta vie, l'instant d'après. Ouais, carrément. Et puis à la seconde où tu le décides, enfin c'est ouais, c'est ça, ce que tu dis, ça prend toute la place. Ouais. Et
Et ça résonne en ce que tu dis avec toutes les personnes à qui on dit d'arrêter d'y penser quand c'est compliqué. C'est pas possible. C'est tellement pas C'est pas possible. possible. Non, c'est pas C'est possible. pas possible. Et même quand ça n'est pas compliqué, même quand c'est rapide, en fait, tu ne penses qu'à ça. Bah évidemment. Et donc, c'est pas possible de dire, ah ben, on n'y pense pas, ça viendra tout seul. Non. C'est pas vrai, quoi. En plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ok, désir fulgurant qui débarque parce que c'est cette personne-là, parce que c'est ton mari, parce que vous vous aimez. Donc vous vous lancez dans un parcours, enfin dans un projet bébé. Comment imagines-tu ton entrée en maternité? Moi, j'ai pas de grosses projections. En fait, j'ai peur. Je sais pas du tout quelle maman je vais être. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans, donc j'ai pas de voilà, j'ai personne à la maison pour m'expliquer, pour me raconter ou faire un partage d'expérience et je viens pas d'une famille ricorée. Donc du coup, en plus, j'ai un peu ce bagage de me dire: «Si je deviens maman, je vais avoir tout un chemin de parentalité à réinventer complètement», pour pas reproduire les erreurs du passé et donc je suis au départ assez, en fait, à moitié curieuse, à moitié tétanisée, voilà. C'est un peu un mélange des 2, mais l'envie est plus forte que la peur, donc voilà, on se lance quelques mois après notre mariage, en fait, avec mon mari. On a quand même pris le Ouais. temps de se marier, d'attendre encore, de redescendre de la lune de miel et on s'est décidés, tout début 2014. Est-ce que autour de toi, tu as des personnes des amis, des copines qui sont déjà mamans et qui ont déjà vécu des parcours de maternité? Oui, alors à l'époque, ce qui est drôle, c'est que je suis chroniqueuse sur des sites internet, donc j'ai commencé par être chroniqueuse sur un site internet de mariage, un blog de mariage. Ouais. Et la créatrice du blog a très vite lancé d'autres sites qui sont dédiés très logiquement à la parentalité et à la vie quotidienne. Et donc, je suis entourée en fait de chroniqueuses qui sont mamans ou qui sont enceintes. Et c'est vers elles que je vais me tourner en fait pour avoir des informations et essayer de voir un petit peu comment ça se passe et à quoi m'attendre. Ouais. Et est-ce que elle te partage sans filtre ou pas? Alors, on se parle de façon assez directe, mais par contre, c'est vrai que la question à l'époque euh, comment le formuler? Du deuil périnatal ou des choses vraiment Mm. graves et vraiment lourdes, sont pas complètement abordées, vraiment du bout des lèvres et on est plus dans un partage de, voilà, comment va se passer la grossesse, une fois que le bébé est là, comment ça se passe? Je devine qu'on est fatigué, qu'on est vite débordé, que Mm. ça peut être, pas très rigolo le postpartum, mais en fait, elles sont très peu nombreuses à avoir déjà vécu une fausse couche ou avoir eu des accidents, en fait, pendant leur grossesse. Ouais. Par contre, il y en a une ou deux quand même qui ont des accouchements pas très rigolos, donc j'arrive à commencer à voir que ouais, ça peut pas toujours super bien se passer. Ouais. Mais j'ai pas de modèle en fait à ce moment-là de le bébé peut mourir. Là, j'ai Mm. vraiment pas ça en tête. Ouais. Puis est-ce qu'en fait, de toute façon, même si tu l'avais en tête, est-ce que c'est quelque chose que tu peux imaginer pour toi quand Non, tu l'as pas été confronté? non, non, non. Moi, tu sais, j'avais, comme beaucoup de jeunes mamans, j'avais acheté le livre de Pernou, J'attends Mm. un bébé. Et dans le livre, il y a une partie sur le deuil périnatal qui parle des morts fétales in utero et qui parle des interruptions médicales de grossesse. Et je me souviens, quand j'avais acheté le livre, j'avais sauté ce passage. C'était trop lourd, en fait. Je pouvais pas Mm. le lire. Et puis, dans ma tête, ça pouvait pas m'arriver puisque moi, j'avais pas un profil particulier, pas de maladie dans la famille, pas de conduite à risque. Donc, Ouais. j'ai refermé le livre tout de suite. Ok. Tu mets combien de temps à tomber enceinte la première fois et dans quel contexte? Alors, moi, je tombe enceinte vite. Donc ça, c'est Mm. le truc positif de mon parcours. On se décide, je m'en rappelle, hein, on se décide un 31 décembre pendant le réveillon de Nouvelle Ah, Année à faire un bonne bébé année. dans l'année. Voilà, donc on trinque au champagne. Et je tombe enceinte le 5 janvier, je m'en rappelle encore. C'est vraiment la date qui est restée gravée. Et donc, je suis tombée enceinte, en fait, gros coup de bol, la première semaine. Et au début de grossesse, pas très drôle au début parce que tu sais, on mesure ton taux de bêta HCG pour vérifier que ta grossesse est bien évolutive. Et moi, au début, le taux évolue pas très bien. Donc, à l'époque, j'ai une gynéco qui est pas du tout diplomate ni très enveloppante, qui me dit qu'en gros, voilà, je suis en train de faire une fausse couche, faut que je m'y prépare.
Je me souviens que je passe la soirée à pleurer en me disant c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, finalement, on fait des examens de contrôle, mon taux réaugmente et le reste de la grossesse se passe super bien. Je change de gynéco du Ouais. coup pour être un peu mieux Ouais. accompagnée. Mais le reste de la grossesse après se passe hyper bien. Ok. Et donc, c'est de cette grossesse qu'est née ta fille. Maya. Tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé? Alors, c'est toujours difficile de raconter, d'en parler, Ouais. même 9 ans après. En fait, la grossesse donc, se déroule bien. En fait, je vais tout bêtement faire mon écho-morpho au tout début Ouais. du deuxième trimestre. J'ai tout mon groupe de copines qui m'ont dit ah, c'est chouette, tu vas voir, tu vas pouvoir voir ton bébé. Voilà, C'est c'est la un plus moment. chouette écho. Ouais, voilà, ton bébé est bien formé, il va bouger, tu vas voir, ça va être Ouais. cool. Et c'est vrai que du coup, je me rends à cette échographie sans aucune appréhension. J'ai pas de crainte particulière. Et le gynécologue, en plus, qui me suit désormais, il a dans son cabinet un tout petit appareil sur lequel tu peux voir, tu peux faire des toutes petites échographies qui sont pas Hmm. très précises, mais tu vois si le bébé bouge, s'il grandit bien. Et donc, quelques jours plus tôt, j'avais rendez-vous chez lui. Le bébé bougeait bien à l'écho, donc il n'y avait pas de raison particulière de flipper. Et je me retrouve en fait pendant l'échographie. Alors, Maya est mal placée à ce moment-là. Elle n'est pas dans le sens qu'il faudrait. Donc, la dame qui nous reçoit, qui fait l'échographie, voilà, elle s'impatiente. Elle essaye de trouver une bonne image du cerveau, mais elle n'y arrive pas. Et puis, assez rapidement, elle commence à me poser des questions. Alors, sur le coup, je m'alerte pas plus que ça, mais elle me demande est-ce que vous étiez un petit bébé à la naissance? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez saigné pendant votre grossesse? Voilà, plein de questions comme ça qui s'enchaînent. Et sur le coup, je commence à me dire, mince, elle a dû voir un truc, mais je me dis pas, le truc est peut-être très grave. Je me dis juste, bon, bah, le bébé est peut-être un peu petit, il y a peut-être. Et l'échographie prend du temps, elle finit par la finir. Et elle me dit rhabillez-vous. Et là, en fait, donc je me rhabille et elle nous dit il y a un problème en fait avec le cerveau de votre bébé. Votre bébé est beaucoup trop petit et il va falloir faire des examens complémentaires. Et elle nous renvoie dans la salle d'attente le temps de taper le compte-rendu de l'échographie. Donc on est renvoyé dans la salle d'attente au milieu des autres couples qui viennent faire aussi leur échographie de grossesse. Sauf que la secrétaire met 1 heure à taper le compte-rendu médical et moi, pendant 1 heure, je pleure dans la salle d'attente et j'essaye de pas pleurer pour pas faire peur aux autres couples qui sont là. Et c'est très difficile. Voilà. Et on passe 1 heure comme ça à attendre que le compte-rendu soit tapé. On nous le remet en nous disant rappelez votre gynéco et puis bah hasta la vista quoi. Et, Il n'y a pas plus d'informations, plus de non. détails que ça? Rétrospectivement, je peux te dire aujourd'hui, avec tout le parcours que j'ai eu, que ça aurait pas dû se dérouler comme ça. Hmm. Parce que c'est une échographiste qui est rattachée à Necker, donc qui connaît les parcours dans les centres de diagnostic Hmm. anténataux. Elle aurait dû nous renvoyer vers eux. Parce que tu lâches pas un couple avec une nouvelle aussi floue, sans plus d'accompagnement et sans plus de bienveillance. Juste ça, en fait, un peu de bienveillance. Et donc moi, je rentre chez moi et je passe 24 heures avec un compte-rendu dont je ne comprends rien parce que les mots ne me parlent pas. C'est du grec pour moi. Ça veut rien dire ce qu'il y a écrit sur le compte-rendu. Et je passe 24 heures chez moi à pleurer. Voilà, je pleure, je sais pas quoi faire de moi. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis sidérée dans le processus de sidération, mais voilà, je suis complètement déconnectée de tout et je pleure et parfois j'arrête de pleurer et j'arrive à reprendre mes activités et puis tout à coup je me remets à pleurer et ça dure comme ça pendant 24 heures jusqu'à ce que la gynéco me rappelle et quand elle apprend que j'ai toujours pas rappelé mon obstétricien de référence, elle pète un câble et elle me dit non non mais là maintenant il faut le rappeler, c'est très urgent. Et donc là je commence à comprendre que ce qu'a Maya, c'est peut-être très grave et il va falloir effectivement accélérer. Mais parce que entre les mots flous de la spécialiste de l'échographie et ce compte-rendu que tu ne comprends pas, est-ce qu'à un moment, on t'a dit que les problématiques et ce que rencontrait ton bébé
ces malformations finalement, est-ce que ça avait un effet sur la poursuite de la grossesse? Est-ce que toi, pendant ce laps de temps-là, tu imaginais que ta grossesse allait s'arrêter? Alors, du côté de l'échographiste, non, elle n'en a absolument pas parlé. Elle m'a juste renvoyée chez mon obstétricien et dit qu'il faudrait faire des examens Ouais. complémentaires. Ça, avec toutes mes années de recul, je sais que c'est normal. Tu parles pas Mhm. d'IMG de but en blanc à une patiente. Quand tu détectes quelque chose chez le bébé, il faut faire tout un processus d'analyse, d'examen pour comprendre ce qu'est le bébé et voir aussi comment ça évolue. Parce que heureusement, dans Ouais. certaines situations, ça évolue favorablement. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, moi, le premier truc auquel je pense, c'est très grave, mais comme je suis sidérée, je suis pas capable de me projeter. Je suis incapable de... Tu vois, j'appelle même pas mon obstétricien, en fait, pour lui demander quoi Mhm. faire. Donc je suis vraiment dans une situation où je suis tellement tétanisée que je ne pense à rien. Et c'est quand je vais rappeler après mon obstétricien et que là, on va être réorienté vers un centre de diagnostic prénatal que je vais commencer à me dire, mince, bah, il va peut-être falloir effectivement à un moment donné soit se préparer à l'arrivée d'un bébé handicapé, porteur de handicap, quel que soit ce handicap, soit interrompre la grossesse. Mais ça va être dans une deuxième phase où je vais vraiment commencer à me renseigner et je vais aller sur Internet. Ouais. Tu en parles un peu parce que ton mari était là pendant l'échographie. Oui. Toi, tu parles de ta sidération et est-ce que vous arrivez à communiquer entre vous pendant ce moment-là? On communique, mais moi j'ai un mari qui est très pragmatique, donc pour lui, alors il est sous le choc hein, tout autant que Mm. moi. Lui, contrairement à moi, il n'est pas arrêté parce que moi, à ce moment-là, j'avais un court arrêt pour me reposer. Donc lui, il retourne au travail le lendemain. Je crois que lui, il se dit à ce moment-là, voilà, faut qu'on voit, faut qu'on fasse des examens. Mais il montre pas sa panique, mais je sais parce que je le connais par cœur que il va pas forcément très très bien non plus. Ouais. Mais je crois qu'on est tous les deux dans notre bulle à ce moment-là, en train de digérer ce qui vient de se passer, et puis on ne sait pas encore ce qui nous attend, et on a juste un gros point d'interrogation. Et c'est vrai que Ouais. l'échographiste, en refusant de nous donner des informations et des détails, à mon sens, elle a commis quand même une faute, c'est-à-dire qu'elle aurait dû nous dire ce qu'elle voyait, parce qu'elle nous a pas dit ce qu'elle voyait, et c'est le centre de diagnostic prénatal après qui va nous prendre en charge, qui là va nous expliquer. Ok. Alors justement, vous êtes prise en charge dans ce centre de diagnostic anténatal, Mm. donc à Paris, à Necker, c'est ce centre-là? Alors on va vers un autre en fait, on est réorienté Ok. vers le centre de l'hôpital américain. Effectivement, l'échographiste qui m'a reçu aurait dû me réorienter vers Necker, ce qui aurait été logique. Mais mon obstétricien, lui, il voit la situation. Lui, j'ouvre une parenthèse, il a été génial. Et des mecs comme Ouais. lui, il en faudrait plus. En fait, quand j'ai fini par l'appeler, donc c'était 24 heures plus tard, il a rouvert son cabinet juste pour moi, le soir même à 21 heures. Ah. Il était parti, il avait tout booké, il a tout rouvert pour moi. Donc je le remercie encore aujourd'hui, 9 ans après. Et lui va nous renvoyer vers, non pas au début vers le centre de diagnostic de l'hôpital américain, mais vers un confrère qui est une référence en fait dans les échographies, on va dire, compliquées, qui lui en fait est le coordonnateur du centre de D'accord. diagnostic de cet hôpital-là. Et donc c'est comme ça qu'on atterrit là-bas. Hmm. Et il fait des pieds et des mains pour qu'on soit reçu en urgence. Donc on est reçu 3 jours plus tard. Et effectivement, là, le nouvel échographiste qu'on voit nous dit c'est grave, en fait, ce qu'il y a, c'est très grave. Mais pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer, donc on va faire des examens complémentaires. Et donc là, il me renvoie Ok. vers le... Et quels sont les examens du coup qu'on fait pour diagnostiquer un problème, une maladie, une malformation chez un fœtus? Ce qui commence par faire déjà, c'est des échographies de contrôle, voir si ce qui a été identifié, donc là, en l'occurrence, c'est des malformations cérébrales. Ce qui est important dans ce genre de cas, c'est voir comment elles évoluent. Est-ce Hmm. qu'elles grandissent? Est-ce qu'elles, au contraire, est-ce qu'elles ont l'air de se rétablir? Est-ce qu'elles se stabilisent? On fait des examens sur les maladies les plus fréquentes et les plus connues. Donc le cytomégalovirus, les maladies infectieuses que j'aurais pu attraper sans m'en rendre compte pendant la grossesse, rougeole, rubéole, etc. Hmm. On va faire des examens aussi sur le cariotype du bébé, donc une amniosynthèse, voir si le bébé a une anomalie chromosomique qui pourrait être connue et détectée. Et je me rappelle, moi, qu'on me prélève, je sais plus combien de tubes de sang, on fait l'amniosynthèse. Enfin voilà, c'est Hmm. un parcours qui est pas évident. Dans le centre, ils sont très bien, ils sont géniaux parce qu'ils font tout pour que j'enchaîne les examens et pas me faire revenir d'un jour sur Hmm. l'autre.
Et en fait, donc tu fais tout ça, mais il faut à peu près 10 jours, 2 semaines pour avoir les résultats, les cariotypes, tout ça, c'est Hmm. des examens qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, après tous ces examens-là, on nous renvoie chez nous à nouveau. Et là, en fait, on nous donne rendez-vous à peu près 2 semaines et demie plus tard pour une nouvelle échographie. On nous Ouais. explique aussi que si la nouvelle échographie n'est pas concluante, on devra peut-être passer une IRM. Donc l'IRM, du coup, pas pour moi, mais pour voir Hmm. le cerveau du bébé. Et ça ne se fera que vers le 7e mois de grossesse. Donc on commence à Ouais. comprendre qu'on est dans un temps de diagnostic qui est extrêmement long et qu'on est incapable, en fait, de prédire à ce moment-là ce qui va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Hmm. Donc du coup, tu vis une grossesse comme ça, presque entre parenthèses finalement, sans Oui. savoir ce qui va se passer. Euh, enfin, comment tu arrives à vivre ça, ce moment-là? Parce qu'il y a le moment de la fin qui est terrible, mais ce moment d'attente-là avec ton bébé dans ton ventre, comment tu le vis? C'est surréaliste. C'est très bizarre. Alors déjà, je me cache chez moi parce que j'arrive plus à sortir dans la rue. À ce moment-là, je suis à presque 6 mois de grossesse et puis j'ai un gros ventre qui est sorti tout de suite, Mhm. donc je suis bien enceinte et j'arrive plus en fait à assumer les «Ah félicitations, est-ce que c'est une fille, un garçon? Vous devez être tellement heureux et le prénom?» voilà, on me pose plein de questions comme à toutes les femmes enceintes et là j'y arrive plus donc mon médecin m'a arrêtée. Là, il m'a arrêtée le temps que tous les examens soient finis. De toute façon, je suis pas du tout en état de travailler psychologiquement. Et je reste, terrée chez moi pendant 2 semaines et demie parce que je peux plus sortir en fait, et à chaque fois que je sors, on me pose des questions, on pose la main sur mon ventre et ça, c'est devenu insupportable. Ce qui est, délicat, c'est que, et en même temps rétrospectivement, je sais que c'est un signe, c'est que Maya ne bouge quasiment pas. Mhm. C'est un bébé qui a fait ses premiers coups, extrêmement tard, vers 5 mois de grossesse à peu près. Elle bouge très, très peu. Ça aujourd'hui, je sais que c'est parce que son cerveau était tellement abîmé qu'il y avait pas les Mhm. mouvements fœtaux qu'il peut y avoir, d'ordinaire. Donc d'un côté, ça m'aide parce que j'ai pas l'impression justement d'avoir un bébé plein de vie qui gigote, en moi. D'un autre côté, c'est très ambivalent parce que je l'aime infiniment et je commence à me préparer en fait. Je commence à me renseigner, sur, une éventuelle IMG et sur une interruption de grossesse et ça je le fais depuis chez moi du coup, sur mon ordinateur. Voilà, je Ouais. vais sur Google et j'essaye de trouver des parcours similaires aux miens. Est-ce que tu trouves des réponses? Non, quasiment pas. En fait, les malformations, cérébrales de Maya, elles sont tellement rares que quand je les tape dans Google, j'ai pas d'autres en fait, exemples. Enfin, il y a rien qui ressort dans les forums ou dans les sites de discussion ou même dans les sites scientifiques. Donc je suis assez perdue. Les réponses que je trouve, je vais les trouver sur le site d'une association qui s'appelle Petite Émilie, donc qui est une Mhm. association, qui, accompagne les parents qui sont confrontés à un deuil périnatal et à une interruption médicale de grossesse. Et c'est le premier endroit où je vais trouver un peu des informations factuelles, et en même temps extrêmement bienveillantes sur, bah, ce qui m'attendra peut-être si on interrompt la grossesse et sur le deuil périnatal en général. Et donc je lis beaucoup le forum pendant ces quelques semaines d'attente. Ouais. À quel moment le diagnostic finalement final tombe? Au bout de ces 2 semaines-là? Ouais, en fait, on retourne faire, une échographie donc de contrôle. L'objectif, c'est vraiment de voir comment les malformations ont évolué, voir si elles se sont aggravées. Il faut savoir que le cerveau du bébé vers, 4-5 mois, on commence à voir s'il y a des choses qui vont pas, mais il n'a pas encore fini de se former et donc il va continuer de se former pendant tout le long de la grossesse et donc c'est pour ça qu'on demande aux parents d'attendre aussi longtemps pour faire des échographies, voire des IRM et là, en fait, l'enjeu, c'est de voir si au bout de ces 2 semaines et demie, les malformations ont évolué, comment elles ont évolué et en fait, l'échographiste donc qui nous reçoit à nouveau, fait son examen dans un silence, de mort, enfin sans mauvais jeu de mots et à la fin il nous dit clairement, voilà, la loi Veil, qui a été, votée en 75 vous permet aujourd'hui de demander l'interruption médicale de grossesse, par rapport à ce que je vois sur l'écran.
Et ce qui est, entre guillemets, drôle ou bizarre, c'est que à partir du moment où il commence à réciter le texte de la loi Veil, je fais un blackout. En fait, enfin, je suis là, je suis physiquement là, mais en fait, je suis plus là, j'entends plus rien de ce qu'il raconte. C'est mon mari qui m'a fait le débrief après. Donc, on appelle ça de la dissociation. Je suis partie très loin en fait de là. Et donc apparemment, il nous explique que même si la grossesse se poursuit, dont on n'est pas sûr parce que les malformations de Maya sont tellement graves qu'il y a un gros risque de mort fœtale in utero avant la fin des 9 mois. De toute façon, il faudra se préparer à du palliatif quand j'aurai accouché. Et ça, c'est drôle, mais enfin drôle. Cette information, je l'ai complètement filtrée. C'est sorti de ma tête, je crois que je voulais pas l'entendre. C'est intéressant que tu mentionnes la loi Veil parce qu'on l'entend beaucoup pour parler de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. Et je sais que tu en as parlé récemment sur Instagram, mais pourquoi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette loi Veil est fondamentale et pourquoi, elle est fondamentale aussi pour les IMG et pourquoi ce cadre-là est important? En fait, la loi Veil, c'est vrai qu'on la connaît sous le prisme de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, mais la loi Veil, en fait, elle a deux parties. Elle a une partie sur l'IVG et elle a une partie sur l'interruption médicale de grossesse. Et c'est la loi Veil, en fait, qui permet aujourd'hui et qui protège l'interruption médicale de grossesse. La loi Veil, elle aurait pu décider qu'au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, par exemple, l'IVG est totalement interdite et que donc on n'a plus le droit de pratiquer alors ce qu'on appelle des avortements thérapeutiques, même si le mot est pas très joli. On n'a plus le droit d'interrompre la grossesse. La loi Veil, ce qu'elle a prévu, c'est qu'au-delà du stade légal de l'IVG, si la santé de la mère est en danger ou si le bébé présente une pathologie qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic, alors dans ce cas-là, on peut demander l'interruption médicale de grossesse. Et ça, Et c'est ça, c'est fondamental. possible parce que le fœtus n'est pas reconnu comme une personne légale. Voilà, en fait, et je sais que c'est un sujet qui est très Ouais. délicat et très compliqué. En fait, le fœtus légalement n'a pas de personnalité juridique. Mhm. Justement parce que s'il en avait une, en cas d'IMG ou même d'IVG, on pourrait te poursuivre pour homicide, en fait, tout simplement. Et c'est important, enfin, c'est un sujet que tu as abordé récemment parce que c'est des débats qui sont en ce moment en train de se jouer pour certaines familles. Et c'est délicat parce qu'en fait, dans ton cœur de maman, ton bébé, c'est ton bébé en fait. Bah Ton oui, bébé, bah c'est oui. une personne quand tu l'as désiré en tout cas. Quand tu l'as désiré, quand tu l'as voulu, ton bébé, quand il est là, tu l'aimes et c'est ton bébé. Donc c'est pour ça que la frontière, elle est fine et c'est hyper délicat de parler de ces sujets-là parce que dire d'un fœtus qui serait une personne juridique, enfin une personne juridique, ça rendrait compliqué les choses. Mais pour nous, dans l'émotionnel et dans l'émotion, c'est déjà nos bébés. Et c'est pour ça que le deuil périnatal aussi, il est terrible parce qu'en même temps, les bébés sont pas forcément reconnus en tant que tels, mais en même temps, au fond, ils le sont. Oui, Tu vois. complètement. Moi, déjà, les familles en ce moment qui sont... parce que je crois qu'il y a eu plusieurs cas récemment qui sont Mm. confrontées à des situations. En fait, le bébé est mort à cause d'un tiers, d'un accident ou d'une agression. Moi, je comprends à 2000% leur douleur et leur colère et je comprends tout à fait qu'elles aient envie de poursuivre en justice les personnes qui ont provoqué le décès. C'est un débat qui est extrêmement compliqué à l'heure actuelle. Moi, mon cœur de maman endeuillée voilà, est en colère et révolté aussi de ce qui leur arrive. Ce qui est compliqué plus largement sur la façon dont on perçoit le deuil périnatal, c'est vrai qu'on nous a tellement raconté pendant tellement longtemps que c'est pas un vrai bébé très tôt, dès le début de la grossesse, en partie parce qu'il fallait aussi que la loi Veil puisse être acceptée et puisse être votée. On a tellement répété que c'était juste des amas de cellules, que c'est pas grave, que c'est pas un vrai bébé. Je pense que ce discours-là, il s'est beaucoup aussi infusé dans l'esprit des gens et aujourd'hui, on a du mal à considérer que, oui, ok, la loi Veil existe, ok, le bébé n'a pas la personnalité juridique, mais par contre, une femme qui perd son bébé pendant la grossesse, et ça quel que soit le stade de la grossesse, même si c'est au tout début, elle peut être hyper triste et elle peut vivre un véritable deuil. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à réconcilier quand on essaye de prendre la parole sur le sujet. Ouais, complètement. Donc, vous avez le diagnostic de Maya. Est-ce qu'il y a une décision à prendre sur l'IMG ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose?
Alors on a toujours le choix. Ouais, Donc on peut choisir d'aller en palliatif ou d'attendre que la grossesse se termine naturellement. L'IMG est toujours proposé mais jamais imposé. Ça reste toujours le choix des d'accord. parents. Moi, très honnêtement, à ce moment-là, je me prends un mur. En fait, je suis un peu comme un TGV lancé à 400 km/h face à un mur et je me fracasse contre le mur et je j'ai pas la ressource en moi de me dire on va continuer la grossesse. J'ai pas la ressource en moi de me dire on va essayer d'aller en palliatif. Pour moi, c'est l'IMG parce que en fait, je suis terrorisée à l'idée que Maya puisse souffrir. L'idée d'avoir un bébé qui peut avoir mal à la naissance, moi, c'est intolérable. Et alors, on pourra dire que c'est l'instinct maternel qui prend le dessus, mais bon, en vrai, il y a autant de parcours que de parents et que de bébés. Mais pour nous, c'est évident, ce sera l'IMG. Ok. Et alors, comment ça se passe une IMG? En tout cas, à ton stade, tu étais dans un stade très avancé de ta grossesse à ce Je moment-là. suis un peu plus de 6 mois de grossesse. Bah alors du Mm. coup, je découvre à ce moment-là comment ça se passe. En fait, j'avais lu via notamment le forum de Petite Émilie que passé un certain stade, tu devais accoucher. Mais j'ai encore à ce moment-là l'espoir qu'on va m'endormir. Mm. Dans le sens où, en fait, c'est mon premier bébé. Ça va être mon premier accouchement. Alors déjà, accoucher à la base, ça fait peur quand c'est la première fois, mais Mm. quand tu sais qu'en plus ton bébé est mort, ça paraît absolument insurmontable. Et il va falloir toute la bienveillance d'une sage-femme de l'hôpital américain pour venir m'expliquer que bah, c'est normal d'avoir peur, c'est normal même d'être terrorisée comme je le suis, mais que Maya, c'est mon bébé et que cet accouchement, ça va aussi être un moment de rencontre avec elle, même si elle ne va pas naître vivante et que voilà, je vais être maman avec elle et grâce à elle par cet accouchement. Mais moi, sur le moment, je le vis pas bien du tout. Ouais. Vous devez décider d'une date pour l'intervention. Oui, alors c'est l'hôpital qui propose une date. On a le droit, si on le veut, évidemment, d'attendre, hein. On n'est pas non plus Mm. obligé de faire ça dans la semaine. Maintenant, nous, avec mon mari, on est dans le processus de diagnostic depuis plus de 3 semaines. Donc, on a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. En fait, c'est tellement lourd, tellement d'incertitudes, tellement de chagrin, tellement de tout, en fait. On a juste envie que ça s'arrête. Donc, on prend la première date que l'hôpital nous propose, qui est, je crois, de mémoire, 3 jours plus tard. Mm. Et ça nous laisse 3 jours, du coup, pour nous préparer. Ouais. Comment tu te prépares à ça? Est-ce que tu peux te préparer? Non, pas vraiment. En fait, tu découvres des questions que tu n'aurais jamais imaginé te poser un jour. Typiquement, est-ce que tu veux habiller ton bébé? Voilà, est-ce que tu veux habiller ton bébé qui va naître à 6 mois de grossesse et qui sera mort? Comment tu réponds à cette question? Est-ce que tu veux organiser des obsèques? Quel prénom du coup tu lui donnes? Parce que tu peux l'inscrire dans le livret de famille. Quel, Est-ce que tu as des souhaits particuliers pour l'accouchement? Est-ce que tu veux le voir, ton bébé? Et tout ça, en fait, c'est des questions qui sont toutes les unes après les autres, littéralement insurmontables. Parce que, voilà, moi j'ai très peur de la voir, par exemple, et de la prendre dans mes bras, et en même temps, j'ai très peur de regretter si je ne le fais pas. Je me sens pas prête à aller lui chercher des vêtements parce que tu peux commander des vêtements pour bébé extrême prématuré. Je me sens pas capable ni prête à le faire, mais j'ai l'impression d'être une mauvaise mère si je le fais pas. Le prénom, oui, on avait 2 prénoms dans notre shortlist. Maintenant, lequel on privilégie vu la gravité de la situation. Et toutes ces décisions que normalement tu devrais prendre en tant que mère, habiller ton bébé, quel sera son premier pyjama, quel sera son prénom, en fait, ça prend une tournure absolument définitive quand ton bébé va mourir parce que t'as pas de deuxième chance en fait. Tu pourras pas lui mettre un deuxième pyjama si le premier en fait était un peu moche. Tu pourras pas ensuite, alors bon, le prénom, une fois qu'il est choisi, il est choisi, mais tu pourras pas faire les choses différemment après. Voilà, c'est définitif Mm. et c'est tétanisant aussi. Ouais. Vous arrivez à faire ça en 3 jours? Vous arrivez à prendre des décisions ensemble ou est-ce que c'est plus l'un que l'autre? Comment ça se passe entre vous? Alors moi, j'ai beaucoup lu sur le forum de Petite Émilie, donc j'avais commencé en tâche de fond, même si je voulais pas admettre que ça allait nous arriver. J'avais commencé quand même à préparer quelques éléments de réponse. Mm.
Et on est quand même aidé par l'hôpital. Moi, par exemple, je voulais pas voir Maya. Ok. C'était trop, en fait, pour moi. Et c'est là encore les sages-femmes de l'hôpital qui vont m'expliquer que bah, elles vont la préparer avant de nous la montrer, que en fait, quand on la verra, ce sera comme si elle était endormie. Donc, et toujours avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de pédagogie. Et on chemine, en fait, petit à petit, grâce à elle. Mais il faut savoir aussi que tu as le droit de te rétracter, hein. Si le jour de l'accouchement, Mhm. tu veux plus voir ton bébé, si Ouais. voilà, quelle que soit ta décision, tu as le droit de te rétracter. Tu as des options, des possibilités, mais pas d'obligation. Ok. Et alors, comment ça se passe, cette procédure d'IMG, cet accouchement? Alors, la procédure d'IMG, ils endorment en fait le bébé la veille Mhm. via un sédatif très puissant. Ensuite, ils arrêtent le cœur et en fait, tu accouches en général le lendemain ou quelques heures plus tard. Donc, c'est un accouchement qui est déclenché. Un truc qui est très important à souligner, c'est que c'est un vrai accouchement. C'est pas Ouais. un accouchement qui serait. T'accouches pas moins en fait parce que ton bébé est Mhm. décédé. Donc tu vas en salle de naissance, tu as la péridurale, tu attends 12, 18, 24 heures parfois le temps que le bébé soit prêt à sortir. Ça peut être aussi long qu'un accouchement à terme classique et il n'y a pas beaucoup de différence en fait fondamentalement. Par contre, quand ton bébé naît, bah, il est mort en fait, mais t'as pas énormément de différence. Mhm. Ouais. T'as le silence, quoi. Ouais, le silence qui est horrible. Ouais. Quand Maya arrive, ça a pris combien de temps déjà pour toi? Enfin, comment tu vis ces moments-là? Euh, pff, Là, j'en suis à un stade où je suis terrorisée et en même temps, il y a une part de, pas de soulagement, Ouais. voilà, j'ai envie en fait qu'on arrive au bout du processus. Et en fait, j'ai de la chance dans mon malheur. J'ai toujours eu des accouchements qui sont super bien passés et Maya n'a pas fait exception. Et Mhm. j'ai accouché très vite. Ça a un Ok. peu surpris tout le monde d'ailleurs à la maternité. Et donc Maya est arrivée très facilement et très rapidement. Donc ça a été un accouchement du coup dont je garde un bon souvenir encore aujourd'hui rétrospectivement. Ouais. Mais en fait, enfin, et je pense que ça s'entend au son de ma voix. Quand t'accouches dans ce genre de conditions, c'est dur, c'est immensément difficile. Est-ce que tu entends autour de toi les autres naissances, les autres accouchements? Parce Oui, qu'après, selon les configurations des maternités, mm. t'entends pas. Enfin, ça dépend vraiment des lieux, hein, mais... T'es en maternité, donc forcément, tu Mm. croises à ton arrivée des couples qui viennent accoucher. En sortant, tu recroises des couples qui partent avec leur bébé et tu entends évidemment des bébés et des femmes enceintes voilà, dont le bébé va bien. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisée pour être. Voilà, je pense que c'est Ouais. propre à chacune. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans la maternité, je savais déjà quelle allait être l'issue. Mm. Mais c'est clair que j'avais l'impression de pas faire partie finalement de ce monde et de ces femmes-là. Il y a une anecdote que j'ai déjà racontée, c'est le premier soir, avant qu'on me ramène dans ma chambre. Il y a un changement en fait de garde de sage-femme et les sages-femmes qui arrivent, qui prennent leur garde, ne sont pas celles qui se sont occupées de moi pendant la journée. Mm. Et elles ne viennent pas me chercher dans la chambre, dans la salle de naissance. Elles ne viennent pas me chercher, elles restent dehors. Et mon mari doit aller les voir plusieurs fois pour qu'elles me ramènent en chambre. Et on finit par comprendre au bout d'un moment, et on le voit de toute façon à la tête qu'elles font quand elles viennent me chercher, qu'en fait Mm. elles sont tétanisées en fait. Elles ont peur, c'est sans doute des sages-femmes qui n'ont pas été formées et Ouais. voilà. Du coup, elles m'ont ignorée, entre guillemets, c'était pas malveillant, mais parce qu'elles savaient pas comment gérer la situation. Et ça, je trouve que Ouais. ça représente très bien mon séjour à la maternité. Ouais. Dans l'ensemble, tu t'es retrouvé confronté à des personnes qui savaient pas Oui, comment ouais, te ouais. parler, comment te... Ouais. Ouais. Alors, c'était en 2014. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence à bouger un peu, mais en 2014, les soignants étaient très peu, voire pas du tout formés Mm. au deuil périnatal. Mais Euh, pourtant, il y avait quand même... Enfin, il n'y a pas plus de bébés qui décèdent aujourd'hui non. qu'en 2014. C'est pareil, enfin... Non, mais les associations et les parents ont commencé à faire plus de bruit, notamment via les réseaux sociaux, à plus se sensibiliser. Tu as aussi une nouvelle génération de médecins qui est en train d'arriver. Je vois Mm. que les plus jeunes ont envie de faire différemment, peut-être de faire un peu plus attention, d'être un peu plus dans la relation et le soin avec la patiente et pas juste dans le traitement du Mm. corps.
Moi, j'ouvre cela dit une parenthèse, à part cet incident-là avec ces sages-femmes, toute l'équipe autour de moi qui s'occupe de moi, en fait, ce sont des personnes qui se sont portées volontaires. Donc, D'accord. j'ai des sages-femmes merveilleuses qui m'accompagnent pendant l'accouchement parce qu'elles sont formées et elles sont consentantes pour m'accompagner. Ouais. La gynécologue qui s'occupe de moi, c'est la chef de service du service d'obstétrique qui vient elle-même pour m'accoucher. Parce qu'elle est, voilà, elle est très consciente de ce que je suis en train de traverser et enfin voilà, c'est une femme merveilleuse que je remercierai jamais assez pour son accompagnement. Donc sur le moment, moi c'est vrai que j'ai de la chance, même s'il y a des maladresses, les gens sont quand même globalement extrêmement bienveillants et surtout ils sont présents avec moi. Ok. Et l'entourage, est-ce que l'entourage te parle de... Parce que c'est quelque chose, enfin, tu vois, pour avoir déjà abordé les questions du deuil périnatal, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et qui a l'air récurrent, c'est que l'entourage ne sait pas, ne parle pas, fait comme si ça n'existait pas. Ouais, c'est Est-ce ça. que pour toi, ça a été ça aussi? L'entourage, en fait, c'est drôle entre guillemets. Enfin, en fait, c'est pas drôle, mais on en parlait justement avec Sophie de Chivray la semaine Mm. dernière et c'est vrai que ce que tout le monde dit, c'est que finalement le pire dans le deuil périnatal, c'est pas forcément le pendant, c'est l'après. C'est quand tu reviens dans la Mm. société civile sans ton bébé. Moi, je dis que c'est un peu comme être dans une espèce d'immense partie de gaslighting géante. C'est-à-dire que tout le monde prétend que tu n'as pas été enceinte. Tout le monde prétend que tu n'as pas accouché. Et c'est assez... En fait, je sais que ça semble dingue quand tu le racontes, mais quand tu le vis, c'est encore plus dingue. Alors déjà, il y a les très proches. Les très proches, souvent, ce qu'ils font, c'est que eux, ils essaient vraiment de bien faire et des mots pour accompagner la maman ou le papa endeuillé. Donc eux, ils vont être présents, ils vont envoyer des colis, ils vont appeler, ils vont essayer voilà, de Mm. te voir. Tu en as évidemment qui vont disparaître dans la nature. Ça aussi, malheureusement, c'est une constante. Moi, il y a des gens, ils m'ont plus jamais appelé. Voilà, plus jamais de signe de vie. Ça fait partie, voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des relations comme ça qui résistent pas à ce type de fracas. Euh, mais par contre, tout l'entourage un peu que j'appellerais périphérique, c'est-à-dire les connaissances, les collègues, les moins proches, et parfois certains très proches, mais qui sont vraiment particulièrement mal à l'aise, ça n'a pas existé. Mm. Et c'est d'une violence absolument inouïe. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, quand je reprends le travail, quelques mois plus tard, j'ai été en congé maternité. Personne ne me parle de ce qui m'est arrivé. Personne ne... je dis pas ne me pose de questions, mais du coup, tu vois, à force de pas en parler, t'as pas non plus d'espace pour le réconfort. Donc personne ne prend en compte ce qui m'est arrivé. Et en même temps, ce qui est très perturbant, c'est que j'ai à cette époque-là une collègue qui est particulièrement mal à l'aise. Parce que malgré tout, les gens savent. Et Mm. donc, elle me fuit comme la peste. Et tu te retrouves des fois dans des situations où tu as l'éléphant au milieu de la pièce, en fait. Voilà, c'est arrivé, mais on prétend que c'est pas arrivé, mais tout le monde sait que c'est arrivé. Et c'est toi, finalement, le parent endeuillé, qui te retrouve à devoir porter le poids de tout ça. C'est-à-dire ne pas surréagir, parce que si tu te mets à surréagir de façon qui serait jugée irrationnelle, on va te dire que c'est toi qui délires. C'est pathologique, c'est ton deuil qui se passe pas bien, normalement il faudrait passer à autre chose, etc., etc. Ne pas non plus surréagir en mettant les gens mal à l'aise, parce que toi, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de mettre les gens mal à l'aise à ce moment-là, et puis essayer de trouver du réconfort là où tu le peux. Et c'est très compliqué parce que parfois, quand tu parles en plus de ce qui t'arrive aux gens, tu te retrouves toi en situation de devoir les réconforter. Donc Mais oui. c'est une espèce de spirale infernale, et c'est pour ça que les parents endeuillés sont autant seuls, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des proches qui en fait, qui prennent soin d'eux, en Mm. reconnaissant pleinement ce qui leur est arrivé et en leur laissant l'espace d'être triste. Ouais. Tu sais, moi, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents ou autour du deuil périnatal, mon objectif avec ces épisodes, c'est au-delà de ramener du moi aussi chez les personnes qui vivent cette situation, c'est aussi informer les parents qui ne le vivent pas. Parce qu'en fait, enfin les parents, les gens qui ne vivent pas le deuil périnatal pour qu'ils aient un peu plus de clés, en fait, pour accompagner les personnes qui vivent le deuil périnatal. Et je pense que c'est important pour ça aussi, pour briser la solitude des parents endeuillés, parce qu'en fait, je pense que de toute façon, quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre ce que c'est. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas les mots, parce que moi, j'ai été dans cette situation où j'avais pas les mots il y a très longtemps, et où j'avais tellement pas les mots que j'ai eu ces réactions de fuite aussi, parce que je ne savais pas.
parce que je comprenais pas et parce que j'arrivais pas à assimiler. Mais je pense que si j'avais eu du contenu ou si j'avais entendu quelqu'un qui n'était pas de mon entourage raconter et expliquer ce dont il ou elle avait besoin, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'être à ma juste place d'aidant, d'accompagnant dans cette difficulté. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. Et c'est oui, pour montrer que ça existe, certes, montrer que ces enfants existent aussi, mais aussi montrer que donner la parole aux parents endeuillés, c'est aussi leur permettre d'expliquer ce dont ils ont besoin, même si il n'y a pas une réaction type face à un parent endeuillé, parce que chaque personne est différente. Mais c'est important de dire que, en fait, il faut en parler. Il faut parler de ces bébés. Il faut parler de ce qui est arrivé. En tout cas, si la personne a envie d'en parler aussi. Mais c'est vraiment d'expliquer ça qui est important. Oui, complètement. Parce que c'est trop... c'est double peine, en fait, finalement. Complètement. Mais tu sais, moi je dis souvent que si j'avais pas été concernée par le deuil périnatal, j'aurais été celle qui ne sait pas quoi dire et qui fuit et qui... on n'a pas les clés en fait. Le problème du deuil périnatal, c'est que comme on n'en parle pas, personne n'a les clés finalement pour savoir comment se comporter. C'est aussi pour ça que souvent les gens se réfugient dans ce que j'appelle les petites phrases. J'avais fait à l'époque sur mon compte une série qui s'appelait le bingo du deuil périnatal, où je revenais justement sur toutes ces petites phrases qui sont en fait des automatismes. C'est des petites phrases qui sont souvent très blessantes. Vous en ferez d'autres, c'était pas un vrai bébé, il faut passer à autre chose, etc., etc. Mais en même temps, c'est des phrases qui, je pense, sont des refuges pour les gens qui les prononcent. Parce que quand tu es face à une détresse en face de toi qui est tellement immense que tu sais pas comment y répondre et qui te met aussi mal à l'aise, tu te réfugies dedans. Ouais, et c'est hyper carrément. important de sensibiliser pour aider les gens à aider. Ouais, c'est pour ça que ce genre d'épisode, moi je pousse absolument pour ça. Ça doit pas être écouté seulement par les personnes concernées. Parce qu'au final, les personnes concernées, elles savent. Elles n'ont pas besoin. Elles ont besoin d'entendre que d'autres personnes traversent la même chose parce que c'est important aussi. Mais elles n'ont pas besoin qu'on leur explique. Elles savent. Alors que les autres personnes ne savent pas. Et c'est à elles finalement qu'on a plus besoin d'expliquer. Oui, complètement. Mais c'est quand même toujours un peu dommage que ce soit à toi qui vit une souffrance, de devoir expliquer aux gens comment ils doivent réagir face à ta souffrance, tu vois. Ça devrait pas être ce rôle-là, mais bon. Puis tu as parfois aussi des réactions d'hostilité. Il y a des gens qui veulent pas que tu leur expliques. Il y a des gens qui veulent pas en entendre parler. Il y a des gens qui espèrent en fait te revoir tel que tu étais avant ton deuil périnatal et qui ne supportent pas en fait que ça te soit arrivé. Et ça aussi, c'est... En fait, toi, quand tu vis un deuil périnatal, après, t'es plus jamais la même personne, soyons très clairs. Et tu peux pas redevenir celle que les autres attendent. Ceux qui ont vécu un deuil périnatal ont dû dire au revoir à certaines relations aussi parce qu'il fallait à un moment donné se préserver et puis voilà, le chemin maintenant de vie qui est le nôtre est plus le même. Ouais. Donc les routes se séparent. Carrément. Après l'arrivée de Maya, quel est ton état d'esprit, toi, face à la maternité, face à l'éventualité d'avoir d'autres enfants ? Alors, c'est à la fois absolument viscéral. Il faut que je retombe enceinte. Et ça, j'y pense dès mon lit d'hôpital après avoir accouché de Maya. Voilà, je sais que je veux retomber enceinte, il faut que je retombe enceinte. C'est même pas que je veux, c'est il faut que je retombe enceinte. C'est viscéral à ce point-là. Je suis à ce moment-là dans un tunnel noir. Ça va pas du tout. Je crois que c'est le pire moment de ma vie. Enfin, je le dis clairement. Et du coup, je vais concentrer tous mes efforts sur le fait de retomber enceinte. Voilà, comment retomber enceinte. Donc du coup, t'attends que ton retour de couche arrive, tu traînes sur les forums pour regarder comment repérer tes périodes d'ovulation. J'achète des tests d'ovulation. Je crois que j'ai tout fait. J'ai dû à peu près tout faire. Mais en même temps, la terreur de retomber enceinte. C'est-à-dire que, et si ça recommence parce que si ça recommence, moi, je serais pas capable de m'en relever, pas une deuxième fois. Et c'est ce que je pensais à l'époque. Et du coup, tu es vraiment dans cette espèce de dualité permanente de j'ai peur, mais il faut que je retombe enceinte. Ouais. Et tu retombes enceinte au bout de combien de temps ? Encore une fois, j'ai eu la chance, je suis retombée enceinte assez vite. Je suis retombée enceinte, donc j'accouche de Maya en juin et je retombe enceinte en novembre, donc le temps que mon retour de couche arrive.
Quand je retombe enceinte, c'est à la fois une petite lueur de lumière qui s'éclaire dans le tunnel et en même temps, ça va être 9 mois d'angoisse absolue, permanente, Ouais. la terreur. J'ai l'impression qu'on te dit toujours que c'est quoi l'expression? La pomme tombe pas. Je sais plus ce que c'est, mais enfin que ça peut pas recommencer, que ça Oh! peut pas arriver de nouveau. C'est quoi l'expression? Tu sais que la pomme elle C'est tombe pas deux ouais, la fois au foudre même tombe endroit. pas J'en 2 sais rien. fois au même endroit ou un La truc comme foudre. ça, ouais. Je ne sais pas. Peut-être que je couperai ce moment. Mais oui, enfin que ça peut pas arriver deux fois, qu'un malheur qui te touche de toute façon ne se peut pas se reproduire. Mais dans une grossesse d'après, bon, tu vas nous prouver que c'est pas le vrai. Oui. Mais cette grossesse d'après, qu'elle aboutisse à un bébé vivant et en bonne santé ou pas, à quoi elle ressemble cette grossesse d'après? Enfin, Heu, bah, c'est une grossesse dans laquelle tu as enlevé littéralement toute forme d'insouciance et d'innocence. J'ai pas d'autre Hmm. façon de le formuler. C'est-à-dire que tu sais qu'à tout moment de la grossesse, ça peut s'arrêter et tu sais que, il y a pas de justice. Tu sais qu'il y a pas de raison. Il y Ouais. avait pas de raison ni de justice la première fois. Tu pas mérité la mort de ton bébé la première fois. Et donc en ayant ça en tête, c'est des grossesses qui sont, extrêmement anxiogènes, dans lesquelles il est difficile d'avoir des moments de respiration et des moments de douceur. Il y en a heureusement, mais Hmm. là où dans une grossesse classique, en général, tu vas quand même être plutôt, enthousiaste ou enjoué, tu vas te projeter. Là, c'est des grossesses où se projeter, ça prend une toute autre signification. Par exemple, quand est-ce que je commence à acheter des vêtements pour le bébé? Parce que, si on annonce à nouveau quelque chose, que quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que je commande, la chambre du bébé? Parce que à nouveau, si quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces meubles sur les bras? Voilà et en même temps, moi je sais qu'une des premières décisions que j'ai prises, c'est, faire une liste de prénoms. Hmm. Parce que si quelque chose se passe, je veux savoir quel prénom mettre dans la case de l'état civil, Ouais. voilà et c'est une grossesse qui est, je crois que c'est indescriptible, tu peux pas, décrire, ce que tu ressens, mais c'est 9 mois en apnée, en fait. T'arrêtes Ouais. de respirer. Et est-ce que tu respires quand le bébé arrive? Quand le bébé arrive, ouais. Quand le bébé est Non, parce là, que ça ouais. pourrait aussi être, tu vois, une angoisse qui continue hein, par la suite. Hein. Alors ça continue par la suite, ça continue par la suite parce que moi je me rappelle quand ma fille est née, j'avais des flashs assez puissants de Maya, parce Ouais. que je le dis souvent, il y a rien qui ressemble plus à un bébé qui est mort à la naissance qu'à un bébé qui dort et heu Hmm. et puis, c'est des bébés qui sont sœurs, donc qui se ressemblent Ah, et ça ressemble. tu as une résurgence traumatique ou qui arrive avec des flashs. Ça peut être difficile à gérer. Après, moi, j'ai la chance d'être alors je suis, de nature anxieuse à la base, donc je suis un peu en Hmm. hypervigilance tout le temps. Mais j'ai la chance de pas vivre de dépression de postpartum à ce moment-là. Donc, quand ma fille naît, c'est à la fois douloureux parce que ça me rappelle que Maya n'est plus là. Voilà, ça signe le truc. Hmm. Maya ne sera plus jamais là et c'est une nouvelle étape de mon deuil et en même temps, c'est, voilà, on l'a fait. On a un bébé et ce Ouais. bébé va bien et donc c'est à la fois, très joyeux et très triste. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, c'est une petite fille aussi. Oui, c'est une petite fille aussi et j'ai clairement eu un comment dire? Mon deuil a clairement eu une seconde vie au moment où elle est née. Enfin, c'était, Ouais. voilà. Puisqu'elle était là, c'est que Maya était morte. Ouais. Mais est-ce que justement, dans l'entourage, dans l'esprit des gens, vu que tu as eu un bébé vivant et en bonne santé, est-ce que ça efface C'est fini! pour les autres Ouais, l'existence évidemment, même de Maya? évidemment. Mm. En fait, déjà l'existence de Maya, ils ont du mal à la reconnaître de base. Mm. Pour eux, c'est un peu un accident de parcours qui nous est arrivé. On a été très tristes, mais maintenant D'accord. hop, 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 allez, on se remet en selle et on passe à autre chose. C'est un peu le discours, ambiant à ce moment-là et donc le fait que notre fille, naisse vivante, c'est bon, tout est réparé Ouais. et souvent, au contraire, les parents qui ont perdu un bébé et qui en accueillent un nouveau vont être très vulnérables à l'arrivée de ce nouveau bébé, faire revenir le traumatisme de la mort du bébé d'avant. Mais clairement, pour les gens, c'est bon, voilà, c'est réparé, maintenant qu'elle est maman, tout ira bien. Ouais. Et elle doit forcément être heureuse. Est-ce que tu Ah as, reçu une injonction à ce bonheur ouais, on la reçoit toutes, hein. Ouais. Oui, mais à des degrés différents peut-être. Moi, je pense que mon degré, c'est plus, ça répare maintenant, donc voilà, le Mm. deuil est fini, oublié, effacé. Alors que techniquement, ma fille naît, un tout petit peu plus d'1 an après la mort de Maya, donc le deuil, j'y suis encore. Il y a aussi du
côté plutôt, là, cette fois-ci, des soignants, une forme de méfiance. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui s'attendent à ce que je sois donc traumatisée, à juste titre, et qui vont surinterpréter tout ce que je fais avec mon bébé sous le prisme de ça. Et donc, parfois, du côté des soignants, je me sens un peu étouffée, au contraire. C'est Mm. soit l'entourage nie ou oublie que j'ai perdu Maya, je suis traumatisée et que quelque part, je vais nécessairement avoir des problèmes, donc une dépression postpartum ou mal m'occuper de ma fille. Et j'ai parfois des remarques, donc je fais un gros tri aussi à ce moment-là dans Mm. mon cercle de médecins, parce que le dernier truc dont tu as besoin à ce moment-là, c'est d'être mis sous une loupe avec des médecins qui scrutent pour vérifier si tu n'es pas en train de faire n'importe quoi avec ton bébé. Donc c'est très T'as ta- désagréable. Oui, Je j'imagine. précise qu'évidemment, on ne fait aucune de ces remarques à mon mari. C'est vrai, Voilà, oui, bah toujours oui, la c'est mère. vrai. Je referme la petite parenthèse. Moi, je veux bien qu'on la laisse un peu ouverte, la parenthèse, si tu veux On bien. peut la garder ouverte, hein, c'est parce que ça me poursuit encore aujourd'hui. Oui, bah, le trauma je pense que les traumas dans la maternité en général, et en tout cas, moi, ce dont je peux parler dans le deuil périnatal, euh, moi, on me sort encore, même aujourd'hui, que, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est parce que je voulais pas vraiment être mère. On n'a jamais, jamais, jamais dit à mon mari que si on avait perdu Maya et puis par la suite Alice, c'est parce qu'il se sentait pas prêt à être père. Et pourtant, il me semble, enfin, j'ai fait quelques études de biologie, en tout cas au collège, il me Mm. semble qu'il est à moitié co-responsable Ouais. des gamètes qui ont créé notre bébé. Donc, Mm. t'as souvent un discours un peu culpabilisateur qui te met un peu la tête sous l'eau. Voilà, si t'as perdu tes bébés, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Oui, Ou parce que c'est toi qui les portes. voilà, c'est toi Donc ça devient ta responsabilité et c'est toi qui ne remplis pas ton rôle de de mère. mère C'est ça, reproductrice. t'es pas une assez bonne mère. Et à l'inverse, ça m'est Mm. déjà arrivé parfois que... Moi maintenant, enfin, je ne dis plus maintenant quand je vois un nouveau soignant pour ma fille ce qui nous est arrivé. Parce qu'à l'inverse, Mm. t'as des soignants notamment qui vont projeter sur ce qui t'est arrivé des trucs sur ton gamin et du coup vont pas le soigner, ce qui est complètement Ah absurde. bon? Ça m'est arrivé quand elle avait 6 mois notamment, elle avait un RGO, voilà, un classique. Mm. Et je suis tombée sur une pédiatre qui m'explique tranquillement qu'en fait, ma fille n'a pas un RGO, elle est anorexique. Et elle est anorexique parce que je suis dépressive. Je me rends pas compte, mais je suis dépressive. Donc je l'ai rendue anorexique parce que bah, j'ai perdu un bébé 1 an plus tôt. À Je six te mois? laisse imaginer dans quel état j'étais en sortant du rendez-vous. J'ai été voir une super psychologue qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, Mm. Laurence Aura, je lui fais coucou, qui m'a repêché à la petite cuillère suite à ce rendez-vous. On a revu Oh mon ensemble Dieu, le mais c'est carnet de santé de ma horrible. fille. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas. Elle m'a expliqué qu'effectivement, il pouvait y avoir des cas d'anorexie du nourrisson, mais que c'était rarissime. C'est des bébés qu'on abandonne à la naissance. Mm. Voilà. Et tu as parfois comme ça aussi des gens qui vont projeter sur toi des dysfonctionnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec le deuil périnatal. Donc Mm. là, c'était un Oh la RGO, voilà. vache. C'est violent, hein. Ouais, non, c'est Mais c'est violent. surtout qu'en plus, les questions alimentation chez les bébés, enfin, c'est quelque chose qui terrorise les parents. Enfin, c'est Puis ça se est-ce saurait qu'ils si mangent c'est... assez, est-ce qu'ils mangent trop, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu Non, mais vois, c'est ça. c'est vraiment le truc. Puis ça se saurait si c'était Donc, simple. aller poser. Je veux Bah, dire. non, mais vraiment. Et puis, enfin, mettre ce mot là directement, puis poser un diagnostic en quoi? 15 minutes de consultation Non, c'était horrible. sur. Parce que inadmissible, inenvisageable. Enfin, je. Puis Ah oui, parce qu'en fait, du coup, en plus de la douleur de perdre ton bébé, tu dois faire face à ça, ouais, j'en ai... ces injonctions, c'est Ouais, ta faute, et toujours être ramené à ça quand toi, t'es même pas en train d'y... Enfin, c'est pas que tu penses pas, mais là, tu venais pour ta fille, par exemple, ou oui. tu étais inquiète pour ta fille, et on te renvoie à une situation qui n'était pas ta préoccupation du moment, en Oui, fait. et qui répond pas au problème médical en plus de Hmm. ma fille. Et donc ça la soigne pas. C'est très violent parce qu'on te ramène toujours à cette idée de tu fais mal, voilà, t'es une mauvaise mère. J'avais Hmm. écrit ça sur mon blog de l'époque suite à ce rendez-vous, t'es une mauvaise mère de toute façon, quoi que tu fasses. Et puis on te fait porter tout le poids du deuil périnatal, c'est-à-dire que Hmm. déjà t'as pas réussi à être mère d'un bébé vivant parce que sans doute t'as des problèmes psycho, mais en plus derrière tu vas bousiller ton enfant qui est né en vie, et puis voilà, c'est très déterministe, ça te laisse pas de place en fait finalement pour être résilient, pour essayer de t'en sortir. C'est pas bienveillant pour un sou. Moi j'étais dans Hmm. un état suite à ce rendez-vous, c'était abominable.
Et oui, c'est des histoires que j'ai entendues encore en temps après que militante avec À nos étoiles. Des fois, on me Ouais. raconte des histoires similaires. Et puis, je t'ai dit, il y a encore ouais, 2, 3 ans, on m'a encore sorti au cours d'une thérapie que bah voilà, mes bébés étaient morts parce que j'étais pas prête à être mère. Et c'est des violences dont tu peux jamais complètement apprendre à te protéger parce qu'en plus, elles surviennent toujours à un moment où tu t'y attends pas et puis t'es jamais blindé face à ce genre de discours. Non, puis je pense que même si au fond tu sais que c'est pas vrai, elles arrivent quand même à venir se planter dans ton cerveau et à germer sur des trucs qui sont pas cool. Mm. Même si tu sais que c'est pas vrai. Dans les faits, tu sais que c'est pas vrai, mais en fait, ça vient tellement. C'est une personne qui te l'a dit, qui a une posture en plus, qui c'est en thérapie, qui a une posture de soignant finalement, de sachant, qui vient te mettre cette petite graine-là. En fait, elle germe et au bout d'un moment, si tu finis par avoir un doute en fait. Mm. Puis ça fait mal. Ouais. Ça fait hyper mal, ça tape pile sur ton point faible. Mm. Et comme tu le dis très bien, t'as beau savoir que c'est pas vrai, bah, une fois qu'on t'a dit ça, c'est à toi de le porter maintenant. Voilà, démerde-toi avec ça. Ouais, c'est ça, carrément. Donc, ta fille grandit. Toi, dans ton imaginaire, c'était évident pour toi que tu voulais une famille avec plusieurs enfants? Euh, L'envie d'avoir plusieurs enfants, elle est vraiment venue quand ma fille est née. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé. Mhm. Voilà, c'est dur hein, la période du nouveau-né, je dis pas le contraire. Mais j'ai tellement aimé en fait avoir un bébé, j'ai tellement aimé m'occuper d'elle. Même encore aujourd'hui, j'adore être maman. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment. Et donc du coup, on s'était dit avec mon mari, on va essayer d'en avoir 2 ou 3. Ouais. Spoiler, ça c'est pas bien fini. Enfin, pas comme on l'espérait en tout cas. Ouais. Mais ouais, on a décidé quand elle avait 2 ans du coup d'agrandir la famille en se disant c'est le moment, on va réessayer. Et puis en se disant, on va réessayer sur des bases un peu plus pas saines, mais voilà, on va essayer de se dire, on a été capable d'avoir un bébé qui va bien. C'était peut-être un accident, donc Mhm. allons-y. Parce que, bah, tu vas nous en parler, mais donc tu tombes encore une fois enceinte rapidement Oui, sur cette troisième grossesse. Comment tu réagis à l'annonce de la grossesse d'après? Je sais pas comment le dire, ouais, c'est mais ça, non, c'est la est-ce que... grossesse après d'après. Parce que t'en as une qui s'est terminée prématurément avec un bébé décédé, t'as une deuxième grossesse qui va jusqu'au bout avec un bébé vivant. Pour une troisième grossesse, en ayant vécu ces deux situations-là? C'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire t'essayes de récupérer un petit peu d'insouciance que t'avais pas eu pendant la grossesse d'avant, clairement. Mais tu peux pas oublier que tu as déjà eu un bébé qui Hmm. est décédé à 6 mois de grossesse la fois d'avant. Donc ça reste très anxiogène. Un tout petit peu moins, mais quand même très anxiogène. Ouais. Voilà. Alors, on va dire que si tu avais 10 kilos de plomb sur les épaules, on t'en a peut-être enlevé 1 kilo, mais pas beaucoup Hmm. plus. Ça reste... ouais. Ouais, difficile. Cette grossesse-là, bon, on le sait parce que tu l'as dit en introduction, elle se termine aussi de manière dramatique. Oui. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Mais en fait, une récidive. C'est Ah ouais. là cette fois-ci, j'avais demandé des échographies plus rapprochées cette fois-ci, puisque je voulais éviter à tout prix de réapprendre que quelque chose n'allait pas pendant l'échomorpho. Donc Hmm. pour ma fille qui est née vivante et pour cette grossesse-là, j'ai exigé d'avoir des échographies complètes tous les mois. Ouais. Et, euh, et donc je me rends à cette échographie donc au début du 4e mois. On est juste après les fêtes du Nouvel An. Et là, à nouveau, le médecin, alors cette fois-ci, je suis retournée chez le super échographiste qui nous avait Ouais. suivis depuis Maya. Et là, à nouveau, l'échographiste nous explique qu'il y a un problème au cerveau, mais encore une fois, qu'il est trop tôt. Et là, en fait, alors pour la petite histoire, pour cette échographie-là, je suis seule parce qu'on s'était dit avec mon mari, bon, c'est quand même peu probable que ça se reproduise. Et Hmm. lui, il avait prévu d'être là pour l'échomorpho. Et en fait, à partir du moment où l'échographiste nous dit qu'il y a un truc qui va pas avec le cerveau, moi je sais tout de suite. Hmm. Je sais que c'est une récidive. Et je sais que ça se Ouais. terminera pas bien, même s'il essaye d'être un peu rassurant, enfin aussi rassurant que possible. Est-ce qu'après Maya, vous aviez fait des tests génétiques pour Alors, ouais. essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé? On a fait des tests génétiques. Elle avait donc une pathologie cérébrale qui est extrêmement rare. On parle d'un cas sur plusieurs centaines de milliers, voire de millions.
Mmh. Mais on avait eu de la chance, dans notre malheur, il y avait un protocole de recherche qui venait de s'ouvrir à Necker, disons un institut de OK. recherche qui s'appelle Imagine, qui fait des recherches justement sur les maladies rares des enfants. Et on avait été admis dans ce protocole puisque ce qu'avait Maya correspondait voilà, au protocole de recherche. Et on avait reçu les résultats après la naissance de notre fille vivante, qui n'avaient rien montré en fait. Ils avaient fait une recherche sur Ouais. certains gènes en fait très précis, très ciblés, et nous, l'étude avait montré qu'on n'était pas porteur de ces mutations génétiques-là. Et donc, quand je retombe enceinte d'Alice, cette fois-ci, on se dit on a quand même écarté un gros, gros risque. Mmh. Et les examens génétiques qu'on a menés, a priori, voilà, nous laissent la voie libre. Cela étant dit, il y a un examen qu'on n'a pas encore mené, qui s'appelle l'exome, qu'il faudrait qu'on fasse un jour. C'est un examen, en Ouais. fait, où ils scannent littéralement tes 20 000 gènes pour voir où est-ce que tu as des anomalies génétiques. Parce que ce que Alice avait, est-ce que c'était la même chose que Oui, Maya, du coup? Ouais, identique. exactement la même Ouais, chose. en fait, quand on voit les premières malformations, on est début janvier, donc au 4e mois, c'est beaucoup trop tôt pour voir comment ça évolue. Mmh. Et on refait donc une échographie à nouveau quasiment un mois plus tard. Et là, en fait, cette fois-ci, ce que l'on voit à l'échographie, c'est exactement ce qu'avait Maya au même stade. Et c'est exactement la même chose. Et c'est des malformations, encore une fois, qui sont trop rares pour être le fruit du hasard, pas une deuxième fois. Ça, c'est pas Mmh. possible. Donc on sait aujourd'hui Ouais. qu'on est porteur d'une anomalie génétique. Et alors, est-ce que les termes sont, les délais sont les mêmes que pour Maya? Est-ce que vous devez attendre aussi ces 3 semaines, enfin 2, 3 semaines entre les échographies pour voir comment ça Mm. évolue? Ouais. On attend pareil 2, 3 semaines. On refait des examens à nouveau, complets, pour encore une fois essayer d'écarter toute maladie qui serait connue. Mmh. On refait des examens, oui, et puis la seule différence, c'est que comme cette fois-ci, les malformations ont été détectées plus tôt, on est capable de demander l'IMG un peu plus tôt. Mmh. Ça console pas de grand-chose, pour être très honnête, hein. J'ai accouché de Maya à un peu plus de 6 mois, j'ai accouché d'Alice je crois, tout pile 5 mois. Je me rappelle que j'étais pile sur le seuil Mmh. de viabilité, parce que j'ai pu Mmh. avoir mon congé maternité. Mais ça rend pas les choses moins douloureuses et moins Non, difficiles. non. Vous aviez parlé de l'arrivée d'une petite sœur avec votre fille. Oui, ah oui, 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 elle avait 2 ans et demi à ce moment-là. Elle comprenait, hein, qu'il y avait un bébé dans le ventre de maman, elle comprenait qu'il y aurait un petit frère ou une petite sœur, à hauteur de son âge. Je crois que c'est les moments qui sont peut-être les plus difficiles quand tu perds ton bébé, que tu as déjà des enfants et qu'il faut que tu leur expliques. C'est une situation qu'on a revécue quelques années plus tard, quand elle avait 5 ans, quand j'ai fait ma fausse couche tardive. Et c'est difficile d'expliquer parce que tu ne veux pas que ton enfant en panique. Donc il faut bien expliquer que c'est une maladie que dans la famille on ne peut pas attraper et donc on ne peut pas mourir. Mmh. Ce qui est difficile, c'est que toi, tu es très triste et ton enfant, bah, c'est très difficile pour lui de le voir. Donc moi, je sais que j'essayais de me cacher pour pleurer, pour me reposer, mais voilà, en plus à 2 ans et demi, ton enfant a besoin de toi, hein. Donc Ouais. tu peux pas non plus faire grand-chose. Et non, on l'a beaucoup accompagné, on l'a emmené chez un pédopsychiatre pour, voilà, juste pour une consultation, histoire de voir comment elle allait. Euh, je crois qu'aujourd'hui, elle a bien intégré cette histoire-là. Quand elle nous en parle de façon très simple, très naturelle. Voilà, elle nous dit souvent, bah, je sais que tu as eu plusieurs bébés avant et après moi, et je sais qu'ils n'ont pas vécu, voilà. Mais moi, je suis là et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, elle arrive à nous en parler avec Ouais. beaucoup Mmh. de douceur et de bonheur. Ok. Donc Alice arrive parce que vous faites Mm. le choix, enfin le choix finalement c'est pas vraiment un choix, hein, mais vous prenez cette décision de l'IMG. Alice arrive. Est-ce que les questionnements que tu avais pour Maya sont les mêmes, à savoir est-ce que je vais la voir, ce choix de petits vêtements, tout ça, est-ce que Mm. ça a le même impact chez toi? En fait, le chemin a été balisé avec Maya, donc on refait, voilà, finalement, on avait décidé de la voir, on n'avait pas pris de vêtements particuliers, on n'avait pas organisé d'obsèques, ça nous avait plutôt bien convenu, donc on refait, en fait, on reprend les mêmes décisions. Je crois que cette fois-ci, en ça, c'est un peu plus simple, voilà, j'ai peut-être moins de questions à me poser.
Par contre, l'accouchement, j'ai une crise de panique avant de rentrer dans la salle d'accouchement parce que je sais exactement ce qui m'y attend. Ouais. Et en fait, ça rend pas le parcours médical plus simple. Ouais. Oui, parce que tu connais les émotions Ouais, et tu sais à quel point elles sont douloureuses et donc t'as pas envie d'y retourner. c'est ça. Et après ça, là tu as ton congé maternité d'un troisième enfant qui est plus long d'ailleurs. Mm. Tu as droit à ce Oui, congé maternité oui, plus long que j'ai obtenu parce que c'est d'ailleurs. ton troisième enfant. Oui. Mm. Tu vis ce congé maternité, c'est quoi les réactions autour de toi? Parce que quand ça t'arrive 2 fois, enfin, comment ça se passe? Bah, je crois que le peu de personnes autour de moi qui n'étaient pas encore tétanisées devient tétanisées. Mm. Après, suite à Maya, on avait quand même fait un grand tri, malgré nous, hein, mais on Ouais. avait quand même eu un grand tri dans nos relations. Donc, du coup, on est peut-être mieux entourés cette fois-ci. Non, cette fois-ci, je crois que les gens savent vraiment plus quoi dire. C'est-à-dire que tous les mots un peu d'encouragement ou d'espoir qu'ils pouvaient avoir en nous disant bah voilà, vous allez pouvoir redevenir parents, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se Mm. reproduise. Là maintenant, c'est fini. Tu peux plus consoler un couple qui perd son deuxième bébé en disant bah il n'y a pas de raison, tout ça. Donc moi, ce que je remarque et ce qui me frappe la deuxième fois, c'est que finalement, les réactions sont un peu les mêmes quand même que la première fois. Et je rebascule à nouveau dans une espèce de grande machinerie ou de gaslighting géant où tout le monde prétend que j'ai pas été enceinte. Je rentre de congé mat et j'ai une collègue qui me demande si j'ai bien profité du beau temps, par exemple. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Pas vraiment. Et du coup, là, cette fois-ci, ce qui prime, la première fois, tu vois, je m'étais beaucoup remise en question. C'est vrai que j'avais beaucoup douté. Je m'étais dit, mais peut-être que c'est moi qui gère pas bien. Peut-être qu'effectivement, j'en parle trop. Peut-être Mm. que, bah oui, c'est vrai que nos mères et nos grands-mères perdaient beaucoup plus de bébés pendant la grossesse. Donc, avant qu'on ait les échographies, les progrès de la médecine, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus forte. Et pour Maya, j'avais fini par me convaincre parfois que c'était moi, en fait, qui était trop fragile ou trop sensible. Et là, ça recommence. Et là, cette fois-ci, c'est la colère qui va prédominer. Et c'est là où je me rends compte que je suis pas trop fragile, je suis pas trop sensible. C'est juste que les gens ont un gros problème avec le fait d'entendre parler de deuil périnatal. Que finalement, quand ils me demandent de pas en parler, c'est d'abord pour eux qui me demandent de pas en parler. C'est pas pour moi. C'est pas pour que je me sente mieux. C'est pour eux ne pas Mm. être confrontés à un inconfort qui serait trop gros pour eux. Et là, cette fois-ci, ça a été la colère. Ouais. Et là, cette Est-ce fois-ci, que j'ai dit tu non. fais... J'en parle. Ouais, et t'en as parlé, c'est à partir de là que t'as commencé à en parler sur Internet, Ouais. sur les réseaux? En Ouais. fait, j'avais un blog à l'époque et je parlais de deuil périnatal, mais tu vois, par exemple, je mentionnais pas que j'avais fait une IMG. J'avais Mm. peur du jugement, j'avais peur d'attirer les mauvaises personnes sur mon site, j'avais peur de plein de choses. Et là, quand c'est arrivé pour Alice, j'en ai parlé. Voilà. Et j'ai parlé ouvertement d'interruption médicale de grossesse. Et j'ai commencé à être un peu plus en colère ou en tout cas offensive quand j'écrivais des articles pour sensibiliser. D'ailleurs, ça se ressent dans les écrits que j'ai publiés à l'époque. Parce que cette fois-ci, j'ai décidé de pas moi m'adapter aux autres, mais j'ai décidé que c'était aussi aux autres. Alors peut-être pas de s'adapter à moi, mais d'accepter d'être sensibilisé. Mais par contre, j'ai compris qu'il Mm. allait falloir faire un travail de sensibilisation, les amener là, parce Ouais. qu'on peut pas les amener là en claquant des doigts. Non, carrément, complètement. Ton désir d'enfant à ce moment-là, il se situe comment? Enfin, comment il est? Très compliqué. J'ai très envie d'avoir au moins un deuxième enfant vivant. Mais là, à ce stade-là, les seules options qu'on a, c'est l'étranger. C'est partir Ah oui. pour enfin, pour profiter d'un don de gamètes. Parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, tu peux profiter effectivement d'un don de gamètes, mais alors, les parcours d'accès aux dons ou de diagnostic préimplantatoire sont très codifiés. C'est pas évident d'y avoir accès du tout, ça prend énormément de temps. Donc, avec mon mari, nous, on fait le choix d'aller à l'étranger, sachant qu'en plus, à l'étranger, je rentre pas dans les détails, mais tu as des protocoles en plus d'examen de maladie sur les embryons qui Mm. sont fécondés in vitro, qui sont beaucoup plus poussés qu'en France. Et nous, après notre parcours, ça nous rassure énormément. Ouais. Oui, parce que tu peux détecter du coup s'il y a des anomalies, s'il y a des C'est ça. problématiques. Et en France, quand tu fais un diagnostic préimplantatoire, les médecins n'ont l'autorisation de ne détecter que la maladie
Ah, voilà, qui a de tué tes ou précédents handicapé, bébés. voilà, c'est ça, des bébés avant. Mais ils n'ont pas le droit de regarder le reste. Ils n'iront pas regarder d'autres maladies, ils n'iront pas regarder des anomalies chromosomiques, ils n'ont pas le droit de faire ça. La loi est très très stricte. Et à l'étranger, en revanche, en tout cas en Espagne, ils le regardent en fait, ils scannent les embryons pour voir lesquels ont le plus de chances de s'implanter, tout Hmm. simplement. Donc tous ceux qui ont des anomalies chromosomiques qui pourraient empêcher leur implantation, du coup, ils ne les sélectionnent pas. Ils testent les principales maladies génétiques connues, parce qu'ils ont des couples, en fait, comme nous, qui arrivent au bout de plusieurs années de parcours, parfois extrêmement douloureux, et ils savent que ces couples-là, là, ils sont pas dans une logique de bébé parfait, ils sont dans une logique de bébé vivant, en fait. Hmm. Pour vous, c'est impensable de réessayer de manière naturelle? Ouais, non, complètement. Même encore aujourd'hui, tu vois, si demain je venais à tomber enceinte naturellement par accident, je serais pas capable de te dire si c'est une bonne nouvelle ou la pire nouvelle du monde. Ouais. On a une chance, enfin plutôt un risque sur 4 que le bébé soit porteur de la maladie de Maya et d'Alice. Ça, c'est les statistiques. Maintenant, sur 3 grossesses, ça nous est arrivé 2 fois. Donc voilà. Pour nous, une grossesse naturelle, ça n'est plus du tout, du tout, du tout à l'ordre du jour. Ouais. Donc vous partez en Espagne, Mm. vous faites tout le protocole de PMA, voilà, avec don de gamètes, mais donc Oui. du coup don de sperme et d'ovocytes. On fait juste ovocytes. Ok, Nous, ce qu'on a priori, c'est une maladie qui est à moitié portée du côté de mon mari et à moitié de chez moi. Donc déjà, si tu enlèves ok. un des deux gamètes qui serait porteur de la maladie, tu annules en fait le risque que le Hmm. bébé soit malade. Ok. Oui, donc en fait, c'est vraiment, enfin, c'est des statistiques qui sont toutes petites en fait, ce qui Ouais. vous arrive. Ah oui, non, C'est on aurait mieux fait de jouer au loto, hein. C'est ce que j'ai souvent dit à mon mari, mais c'est ouais, particulièrement pas de bol. donc vous faites cette PMA. Du coup, tu dois faire tout ce qui est autour de la. Non, tu n'as pas de, comment ça s'appelle? Stimulation et ce genre de choses. Alors moi, j'ai pas les stimulations puisqu'on a recours à un don d'ovocytes. Mhm. Par contre, je vais avoir besoin de préparer mon utérus à accueillir un bébé, donc je vais avoir toute la partie piqûre et voilà, je passe les détails, mais ovules de Ouais. progestérone, ça parlera à celles qui ont connu la Mhm. PMA aussi. Donc voilà, donc des piqûres dans le ventre tous les soirs et des ovules 2 fois par jour. Là, c'est pour préparer en fait mon utérus à accueillir un bébé, sachant qu'on m'a bloqué l'ovulation pour éviter que, Ouais. que j'ovule. Malgré le fait que tu n'aies pas finalement de problème de fertilité, Non, tu es obligé de passer par là oui. quand même. Ok. Là, c'est vraiment pour des Euh, questions de voilà, génétique ouais. bête. Ok. L'implantation se passe bien. L'implantation se passe bien. Le processus se passe globalement bien. Alors, bon, c'est compliqué une PMA à l'étranger, on va pas se mentir. Mhm. Il y a une grève des transports le jour où on doit aller sur place. Enfin bon, je Mhm. passe les détails, mais globalement, c'est assez fluide. On est bien pris en charge. L'implantation se passe très bien. D'ailleurs, je suis seule à Barcelone quand on l'a fait, parce que mon mari n'a pas pu Mhm. venir. Non, ça se passe bien. Après, en fait, tu rentres dans un protocole de grossesse, on va dire, considéré comme n'étant pas à risque, ou pas plus à risque Mhm. que la normale. Oui, parce que ça, du coup, l'implantation se passe bien et ça marche en fait. Tu tombes Ouais, et moi, enceinte. ça marche du premier coup. C'est vrai que j'ai de la chance dans mon Ouais. malheur, je n'ai pas de problème de fertilité du tout. Ouais. Dans tous les cas, il nous restait encore des embryons en banque, donc si ça n'avait pas fonctionné, j'y Ouais. serais retournée le mois d'après, enfin, ou le mois encore d'après. Mhm. Donc, en fait, on démarre une grossesse à nouveau assez rapidement et a priori une grossesse normale. Et jusqu'à nouvel ordre, d'ailleurs, c'était une grossesse absolument normale, hein. J'ai pas eu de problème particulier en dehors des nausées de grossesse et Mhm. autres joyeusetés. Non, c'est juste que j'ai fait une fausse couche la première semaine du confinement en 2020. Une fausse couche tardive à 17 semaines d'aménorrhée. Et là, malheureusement, en fait, c'est là que tu vois le jeu un peu cruel des statistiques. Ça m'est arrivé pour cette grossesse, mais ça aurait pu m'arriver pour n'importe quelle grossesse. Voilà, c'est Ouais. une femme sur 4 et ça, tu peux pas y faire grand-chose. Non. Elle est expliquée cette fausse couche ou non? Non. Mais ils ont refait Non. un karyotype et des examens génétiques. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de... non, ce que j'appelle une bête fausse couche, en fait. Bête comme tout. Ouais. Voilà, c'est... On n'aura jamais Mhm. d'explication. L'explication la plus logique, c'est tout simplement que la grossesse s'est arrêtée d'elle-même. Ok. Il y a une différence pour toi entre cette fin de grossesse-là et les autres? Ouais, c'est très. Alors, c'est vécu dans des conditions un peu spéciales parce que
on découvre que le bébé est décédé la première semaine du confinement. C'est pas un accouchement cette fois-ci, c'est un curetage. Du coup, le protocole est très différent. C'est pas un bébé que je vais rencontrer. C'est pas un bébé d'ailleurs qu'on a inscrit dans le livret de famille, parce que j'ai pas accouché. Ouais. Oui, puis ça passe sous le seuil des Oui, 22, 24 semaines, je ne sais plus. 22 semaines d'aménorrhée, donc j'ai 22 pas de semaines, congé ouais. mat. Ouais. En fait, tout le protocole est très différent. Le lien aussi à ce bébé est différent parce que pour être très honnête, là pour cette quatrième grossesse, j'ai pas que tu t'attaches pas au bébé parce que c'est pas possible de pas t'attacher. Mm. Mais par contre, ma grossesse, je me suis peut-être moins projetée dans la grossesse que pour mes autres bébés. Et quand ça m'arrive, en fait, j'ai un peu un côté fataliste. Bon bah encore quoi. Voilà, c'est Mm. faut bien que ça tombe sur une et ça tombe toujours sur moi. Et alors sur le moment, j'ai l'impression de pas trop mal le vivre. Je dis bien j'ai l'impression de, parce que, Oui. encore une fois, spoiler, ça s'est pas fini très bien. Mais sur le moment, j'ai l'impression de pas mal le vivre. C'est juste que voilà, je dois vivre un curetage dans un hôpital qui a été complètement déserté. On n'a pas le droit Ouais. mon mari n'a pas le droit de m'accompagner en chambre. Il doit m'attendre sur le parking de l'hôpital. Dans une ambiance un peu flippante parce qu'on savait pas à l'époque ce que c'était tout C'est ça. super bizarre en fait, t'as Mm. quasiment personne dans l'hôpital, mais vraiment personne. Les soignants, t'en vois très peu, t'as beaucoup moins de personnel que d'habitude, tu croises Mm. pas les autres patients, enfin tu vois pas un chat en fait. Mm. Moi, ma chambre d'hôpital, c'était super silencieux, c'était très 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 bizarre. Et puis, ouais, pas de visite. Donc en plus, moi je me rappelle attendre mon curetage dans ma chambre avec mon téléphone et t'attends pendant 1 heure et demie, 2 heures qu'on vienne te chercher. Enfin, c'est très, très spécial. Mm. C'était pas une bonne période. Ouais, est-ce qu'il y a une bonne période pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, Non, c'était pas les meilleures conditions, ouais, quoi. enfin, je pense que pour toutes les personnes qui ont été hospitalisées à l'époque, quelles qu'aient été les Mm. conditions Ouais, d'hospitalisation ou les raisons, même les jeunes accouchés qui avaient des bébés qui allaient très ouais, bien, je pense que ça a été très c'est un peu compliqué. compliqué. Ouais. Ouais, carrément. Euh, pourquoi c'est différent pourquoi c'est différent à ce moment-là pour toi? Est-ce que, enfin, tu dis que ça s'est pas bien terminé, mais qu'au début tu penses, enfin, que tu voyais pas le même attachement. Qu'est-ce qui a changé et surtout à quel moment, ben, tu t'es rendu compte que non, c'était aussi important. En fait, je crois que je m'étais auto-persuadée, malgré tout ce que je connais pourtant des arrêts naturels de grossesse, Mm. précoces ou moins précoces. Je crois que je m'étais auto-persuadée qu'après avoir accouché de 2 bébés à 5 et 6 mois de grossesse décédés, bah, j'allais survivre vaillamment à une fausse couche. Voilà, je m'étais Mm. dit, c'est pas, t'y arriveras. Ça va être dur, mais t'y arriveras. Et donc, je disais spoiler parce qu'en fait, à peu près 2, 3 mois après, j'ai été diagnostiquée d'un stress post-traumatique. Donc pour dire à quel Ouais. point je ne l'ai pas bien vécu. J'ai eu la chance d'être suivie par un psychiatre qui est spécialiste du trauma et il me posait tout le temps des questions un peu bizarres quand j'allais le voir. Est-ce que vous avez des flashbacks? Est-ce que vous faites des cauchemars? Mm. Je comprenais pas pourquoi il me posait ces questions. Et en fait, oui, j'ai fait un stress post-traumatique qui a été très compliqué à vivre, hein. Et je crois que c'est quand j'ai fait ce stress post-traumatique que je me suis rendu compte en fait d'à quel point on avait attendu et désiré ce bébé, même si j'avais Ouais. essayé de mettre tout ça à distance. Bah, la démarche, hein, ne serait-ce que la Oui, démarche d'aller en Espagne, et exactement. enfin, elle est plus extraordinaire que la conception de tes 3 premiers bébés, finalement. C'est quand même une autre façon. Enfin, vous êtes allé. Enfin, il était vraiment désiré, ce Ah bébé, oui, mais quoi. oui, en fait, il faut une motivation de fou Mm. pour aller faire une PMA à Ouais. l'étranger. C'est très compliqué. Tous ceux qui l'ont vécu te le diront. Mm. Mais j'avais essayé de mettre ça derrière moi en me disant, voilà, t'y arriveras. Même si ça se termine pas bien, t'y arriveras. Tu surmonteras ça. Ouais. Et en fait, non. Tu le disais en préambule au tout début. Bon, tu as une enfant vivante et tu as fait une croix finalement Ouais. sur l'agrandissement de la famille. À quel moment tu as pas lâché l'affaire, mais enfin tu as eu ce processus justement là, toi qui voulais une famille plus nombreuse. Quelles ont été les étapes de ce deuil-là? C'est parce que c'est encore un deuil finalement. L'année dernière, en fait, j'ai fait un burn-out, pet burn-out au boulot, voilà, tout ce qu'il y a de plus idiot. Et je crois qu'en fait, ce qui m'a explosé un peu à la figure à ce moment-là, c'est que il allait falloir que je fasse des choix pour ma santé mentale.
Il allait falloir que j'accepte peut-être d'arrêter de toujours courir après les choses et de me poser et de vraiment m'occuper de moi j'ai un gros trouble anxieux aujourd'hui, un reste de mon stress post-traumatique. Il allait vraiment falloir que je me concentre sur ça avant tout et ça impliquait du coup d'arrêter, certains projets et c'est pas une décision que j'ai prise, en étant heureuse de la prendre. Quand je décide de plus avoir de Ouais. bébé, je me dis pas: «Ça y est, je suis prête, je sens que c'est le moment». Non, c'était pas le moment, en fait. Avoir ce dernier bébé vivant, en fait, c'était finalement peut-être le dernier truc qui me maintenait encore à flot ces dernières années. J'avais passé 8 ans à essayer de fonder la famille dont je rêvais. Toutes mes actions de toutes ces dernières années ont été uniquement guidées à travers le prisme d'une éventuelle grossesse. Un exemple très bête, au travail, quand on me confiait un projet, je me demandais tout le temps: «Est-ce que à ce moment-là, je serai enceinte? Et si j'ai besoin d'aller faire ma PMA à l'étranger, comment est-ce que je vais gérer?» Je raisonnais dans toutes les sphères de ma vie en me demandant, si je suis enceinte, comment je vais faire? Et c'était par rapport au boulot, par rapport à mes hobbies, par rapport à mes vacances, dans mes sorties entre amis, ça occupait littéralement toute la place et le jour où en fait je me rends compte que si, je prends pas plus soin de ma santé mentale, finalement je vais pas tenir et donc il faut que je fasse un choix, c'est un crève-cœur, absolument inimaginable et j'ai mis, je crois que j'ai mis, 18 mois à me faire à l'idée que, voilà, j'allais plus être mère, mais que ce serait OK, que je serais heureuse et ça c'est très récent, ça date de l'été dernier. C'est très, 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 neuf. Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'aider justement dans ce processus-là? Est-ce que tu as mis des choses en place déjà? Je crois que ce que j'ai mis en place, en fait, c'est alors, déjà me concentrer moi sur ma santé mentale, aller mieux. Ça, c'était vraiment ma top Mmh. priorité, donc reprendre un peu le sport, voilà, ce genre de choses. En fait, je crois que j'ai surtout essayé parce que j'avais passé 8 ans à visualiser ma vie avec 2 ou 3 enfants. Voilà, ça occupait toutes mes pensées Ouais. et là, cette fois-ci, j'ai essayé de visualiser ma vie avec, à 3, avec mon mari et ma fille. Et j'ai essayé de me concentrer sur toutes ces belles choses finalement que je vivais au quotidien déjà avec eux. J'ai une enfant qui est, merveilleuse et j'adore être sa maman. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée de me concentrer là-dessus. Alors sans l'étouffer parce que la pauvre, il faut pas non plus Mmh. l'étouffer, elle prendra pas le rôle d'enfants qui ne sont pas nés, hein, c'est pas du tout l'objet. Mais peut-être réapprendre à réinvestir des plaisirs simples, c'est-à-dire, tu vois, là, pour la première fois, on s'est dit: «Bah, tiens, dans 2 ans, on va faire un voyage à l'autre bout du monde». Parce qu'on sait que dans Mmh. 2 ans, il y aura pas un nourrisson, il y aura pas une nouvelle grossesse en route. Ouais. Au travail, quand on me confie un nouveau, dossier, de me dire: «Oui, je le prends parce que de toute façon, je vais m'amuser à travailler sur ce dossier Ouais. et dans 6 mois, je sais que je ne serai pas enceinte et je sais que je ne serai pas en train de prévoir une PMA». Et c'est Mmh. vraiment, en fait, tout un travail de mentalisation où tu t'obliges à réimaginer, ta vie et surtout à te concentrer sur ce que ta vie t'apporte de beau aujourd'hui. Mais c'est un très, Ouais. très long travail. Est-ce que tu fais face au regard des autres, par rapport à l'enfant unique? Est-ce qu'on Hem te pose des questions, malaisantes aussi, par rapport à l'enfant unique? J'ai de la chance de ce côté-là, non, j'y ai échappé. Alors, d'une part parce que la quasi-totalité de mon entourage connaît mon parcours. Donc, Oui. non, j'ai pu avoir une fois ou 2 des questions, mais plus interrogatives: «Ah bon, vous avez un Ouais. enfant?» Après c'est vrai que je suis encore jeune, donc peut-être que les gens s'imaginent qu'on aura un autre bébé qui arrivera à un moment X ou Mmh. Y, ça je sais pas trop. Mais j'ai eu la chance pour l'instant d'échapper à Ouais. ces commentaires-là. Et est-ce que vous en avez parlé justement avec votre fille, du fait que, ben, il y aura pas de petits frères et de petites sœurs, supplémentaires? Ouais, 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 on lui en a parlé. Bah, elle déjà, autour d'elle, tous ses copains copines ont un minimum un frère ou une sœur. Ouais. Donc elle nous a pendant très longtemps demandé, un frère ou une sœur, mais comme elle sait qu'on a déjà essayé, d'agrandir la famille et que, bah, les bébés sont morts, elle a pas, ce rapport où elle exige un frère ou une sœur. Elle sait, voilà, que Mmh. papa et maman ont essayé et donc quand il a fallu lui annoncer que, finalement on s'arrêtait là, on lui a annoncé très simplement en lui disant: «Bah, moi je lui ai dit clairement: "Maman a besoin de faire une pause et puis surtout je me rends compte que je suis très heureuse avec toi et papa et moi aujourd'hui ça me suffit à être heureuse"». Et elle Et entend ça. elle l'intègre complètement Ouais. et c'est plutôt chouette. En fait, finalement, elle est intégrée complètement dans tout le processus puisqu'elle a Mmh. vécu, ben, la fausse couche, l'arrivée d'Alice aussi. Oui. Maya, elle était pas là, mais elle sait tout Oui, ça, elle elle sait, elle connaît. sait. Vous l'avez jamais caché quoi que ce soit?
Non, 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 surtout pas. On a des histoires que je dévoilerai pas dans les détails parce que je veux pas impliquer Mm. les gens, mais on a des histoires dans nos familles respectives de décès d'enfants ou de Mm. bébés qui n'avaient pas été annoncés, qui avaient été cachés, qui ont été découverts très Ah. tard. Et c'était à une époque où on parlait pas de la mort aux enfants, on racontait Mm. pas ces choses-là. Et mon mari, comme moi, et on sait, voilà, on savait tous les deux que de toute façon ne pas en parler n'était pas une option. Ouais. Le plus difficile, c'est de trouver les mots adaptés à son âge, voilà, pour pas lui raconter des choses qui sont pas de son âge. Voilà, l'interruption médicale de grossesse, on attendra un Mm. peu avant de lui expliquer. Moi, ma crainte, c'était surtout de lui faire peser un poids sur les épaules qui finalement lui appartenait pas. C'est-à-dire qu'elle se sente Ouais. pas obligée d'être une enfant parfaite parce qu'une enfant unique, qu'elle se sente pas prise d'obligation, quelle qu'elle soit, parce que elle a survécu et pas les autres bébés. Voilà. Mm. Moi, c'était surtout là-dessus. Je voulais pas qu'elle soit mal à l'aise. Donc, Ouais. à chaque fois, on lui explique. Être avec elle, c'est génial, ça nous suffit. Et on l'aime telle qu'elle est. Et voilà. Aujourd'hui, avec À nos étoiles et avec finalement tous les combats que tu mènes, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, mon Ou idéal, tes objectifs? voilà, mon idéal, ce serait d'arriver à sensibiliser encore et toujours, hein, pour, comme je le dis souvent, apprendre aux gens aider les gens à nous aider. Voilà. Leur apprendre les Ouais. mots qui réconfortent, les petites phrases à éviter. Mon objectif, c'est aussi de faire en sorte que le deuil périnatal soit reconnu comme un vrai sujet maternité à part entière et pas juste comme un peu un truc un peu tabou, tu sais, que tu planques sous le tapis parce que Mm. il y a d'autres sujets dont il faut qu'on s'occupe là en maternité. Pour moi, c'est un sujet qui doit être mis sur le devant de la scène au même titre que toutes les autres difficultés liées à la maternité. Il n'y a pas de hiérarchisation. Ouais. Et je sais que c'est un sujet qui fait peur et je sais que c'est difficile. Et déjà, si on arrive si on arrive à sensibiliser auprès des gens, du grand public, et à mettre le deuil périnatal, à avoir la visibilité qu'il mérite, déjà, si j'arrive ne serait-ce qu'à tout petit peu à contribuer à ça, j'aurais atteint mes objectifs. Mm. T'as des ressources à proposer à des personnes qui justement passeraient par ici et seraient concernées par le deuil périnatal ou auraient dans leur entourage quelqu'un de concerné et Oui, voudraient les aider? bien sûr. Alors moi déjà, ce que je recommande en premier lieu comme ressource, c'est les sites des associations qui sont vraiment extrêmement bien faits, qui sont complets. Les textes de loi, ils sont toujours mis à jour, donc parce que ça peut être un vrai imbroglio de connaître ses droits, surtout quand Mm. on traverse un deuil périnatal. Donc les associations comme alors donc Petite Émilie, vous avez l'association Agapa, vous avez l'association Spama. Ça c'est vraiment très important de connaître ces sites internet. Voilà, pas hésiter à aller les consulter, il y a vraiment des ressources. Et pour les proches qui voudraient savoir comment accompagner un parent endeuillé, et pour les parents endeuillés qui ont besoin de trouver du réconfort et des informations fiables. Et ensuite, il y a tout un ensemble aujourd'hui de personnes qui militent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mm. Donc les ressources que je peux citer, alors, évidemment, on a le podcast Bliss qui a fait plusieurs épisodes sur le deuil périnatal qui sont très très bien faits. Il y a le podcast de Sophie de Chivray qui s'appelle Au revoir podcast. Voilà, où il y a énormément de témoignages sur le sujet. Vous avez évidemment les contes de Yolanda, Parlez-moi d'elle, qui est très bien. Ouais. Élie, Petite Étoile, je salue, et Pauline de 9 mois, 9 jours. Voilà, on a toutes des parcours très différents, mais donc on a tout un regard qui est un peu différent, mais complémentaire en fait, finalement, sur ce qu'est le deuil Ouais. périnatal. Et j'ai cru comprendre que Sophie avait co-réalisé un documentaire Oui, bravo. qui arrive. Oui. C'est chouette en fait de voir qu'il y ait des ressources qui arrivent et que les choses avancent finalement et que grâce à vos voix, parce que ça prend plus d'une voix en fait de faire avancer les mentalités sur ce sujet-là, grâce à vos voix, en fait on avance et on fait parler de cette cause-là, du deuil périnatal, et on se retrouve avec plus de ressources parce que ça continuera d'arriver en fait. Ça continuera d'arriver, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais pour que quand ça arrivera, les parents qui taperont sur Google deuil périnatal ou IMG soient pas confrontés à juste un vide immense et retrouvent en face d'elles ou en face d'eux des vraies ressources qui pourront les accompagner et leur donner des vraies réponses, parce que finalement c'est ça l'intérêt, c'est ça le sujet. Oui. Et c'est pour ça que vos paroles sont importantes, que vos histoires sont importantes, que vos enfants sont importants aussi. Au-delà de l'amour que vous leur portez, ils ont une mission aussi plus grande que tout ce que vous avez vécu.
Et merci donc du coup de la partager, de me la partager à moi, de permettre à toutes ces personnes d'écouter vos histoires pour qu'on n'oublie pas aussi, qu'on n'oublie pas les prénoms de Maya, les prénoms d'Alice, d'Alice aussi, la liste de Yolanda en l'occurrence. Mais oui, en fait, vos voix sont importantes, donc merci de les partager et merci de nous raconter, de vous raconter et de raconter ces histoires parce que c'est trop important. Mais merci à toi surtout pour ce moment d'échange, c'était très agréable et merci du coup de nous aider à rendre ces histoires visibles. Ben, il le faut. Et donc, si on veut te suivre sur Insta et suivre ton travail et éventuellement te contacter, ça se passe par où ? Sur Instagram, donc en MP. Pas hésiter à me relancer si je réponds pas, parce que des fois, la messagerie d'Instagram n'est pas très bien fichue. Donc, tu lis un non, message. C'est pas la meilleure messagerie du monde. Tu lis un message, tu oublies d'y répondre et le truc disparaît dans les limbes. Voilà, mais oui, par messagerie sur Instagram. J'essaye de répondre à tout. C'est à nos étoiles. Oui, c'est ça. C'est ça. Super, merci beaucoup Julie. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.